Très bien. Écoutez, d'abord, merci à tous de votre présence pour cette table ronde donc, de clôture des événements de Cluny. Je crois qu'on peut d'abord remercier l'instant d'après, Jacques et Aline Archimbaud, et tous ceux qui ont permis cette manifestation. Merci à eux. Car je pense qu'on ne mesure pas parfois l'effort que ça peut être et le temps passé pour organiser quelque chose comme ça. Et donc, vraiment, merci à eux, surtout que je pense que ça a été, je crois que c'est l'avis de tout le monde, extrêmement réussi. Donc, merci à tous. La Fabrique écologique a décidé, elle aussi, de soutenir très fortement cette initiative, vous le savez. Quelle était notre volonté? Notre volonté, c'était, on pense qu'il faut vraiment que sur ces sujets, sur l'écologie, un impératif de décloisonnement de l'ensemble des pensées. Et je pense que ça a été assez bien réussi, puisqu'on a bien vu les différents horizons possibles, avec évidemment une pluralité des idées, c'est ça qui est intéressant, et puis un dialogue entre les idées. Nous, on pense que vraiment les gens travaillent beaucoup trop en silo, chacun dans leur coin, et qu'il est tout à fait important qu'il y ait des discussions de ce type pour essayer de faire avancer les choses. Et cette table ronde le montre, puisqu'il y a évidemment une très grande diversité des intervenants, des gens qui font des mobilisations, des gens comme la Fabrique écologique qui, nous, on essaye de définir des propositions, des solutions, un responsable politique, donc David Cormand. Et donc, je pense que cette pluralité est intéressante dans cette table ronde parce que ça doit permettre, c'est un des éléments, je pense, que moi j'ai retenu de certaines des réunions depuis, certaines des interventions depuis hier. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on s'attache aux solutions et à essayer d'avancer sur les solutions. Je crois que les diagnostics ont souvent été faits, les solutions peut-être un peu moins, et c'est pour ça que je pense que c'est important que cette table ronde en parle. Et donc l'idée, c'est pas que chacun développe évidemment sa propre méthode d'action, qui sont toutes respectables, qui ont toutes une efficacité. C'est pas non plus qu'on compare les efficacités des modes d'action, chacune a ses mérites, mais c'est plutôt qu'on essaye d'examiner la complémentarité, la convergence entre les différentes méthodes et qu'on aille donc plus loin que le diagnostic général sur à la fois l'objectif général et puis sur le constat et qu'on aille plus directement sur ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Alors moi, je vous propose et j'ai proposé à nos différents intervenants qu'on tourne autour de 3 interrogations. La première interrogation, c'est le diagnostic que nous posons de la société française. Je pense que c'est important, y compris à partir d'un certain nombre de discussions que j'ai pu avoir ou que j'ai entendues, que ce diagnostic ne soit pas simplement sur voilà, les perspectives climatiques, les perspectives, mais qu'elle soit aussi sur la société. Je pense que c'est très important qu'on n'oublie pas qu'on est dans une société, qu'il y a des gens qui ont eux-mêmes des opinions, des intérêts, et qu'il est très important qu'on ait ce diagnostic. Ensuite, nous réfléchirons sur l'articulation mobilisation-solution. Et enfin, nous essaierons de réfléchir sur le rapport aux institutions. Chacun de ces 3 thèmes, évidemment, chacun des membres de la table ronde interviendra en fonction de ses souhaits sur un, 2 ou chacun de ces 3 thèmes. Je demande à chacun vraiment de respecter les 10-12 minutes qu'on a convenues pour pouvoir laisser la place aux interventions et aux questions. Alors, je vais introduire, moi, principalement sur les 2 premiers points, sachant que je suis moins spécialiste du 3e point, tout que je suis, pour ma part, depuis plusieurs années maintenant, un orphelin de l'engagement politique partisan. Et donc, je laisserai sur le 3e point les uns et les autres s'exprimer, même si je donnerai moi aussi, évidemment, mon point de vue le moment venu. Mais je voudrais surtout me concentrer sur les 2 premiers points. D'abord, l'importance du diagnostic sur l'état du sujet dans la société française. Je pense que c'est très important parce que tout le monde a bien conscience qu'il faut qu'on arrive à un rassemblement majoritaire autour des sujets que nous proposons. Et évidemment, on n'en est pas encore là, loin de là. Et donc, il est très important de voir en tout cas où on en est et quels sont les points de blocage. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a maintenant une sensibilité quand même extrêmement forte à l'écologie. Je pense que tous les sondages le montrent. Une immense majorité des gens considèrent que l'écologie est un sujet important. Parfois, c'est assez intéressant de le constater avec des nuances entre quand on dit est-ce que vous attachez de l'importance à l'environnement, ou est-ce que vous attachez de l'importance à l'écologie, ou est-ce que vous attachez de l'importance au climat. Il y a parfois des différences qui peuvent être d'ailleurs assez intéressantes à analyser. Ce qu'il faut dire tout de suite en contrepoint, c'est qu'il y a encore dans notre pays 40% de la population qui, par exemple, n'est pas convaincue que le réchauffement climatique est dû à l'action de l'homme.
Donc, on voit bien que cette opinion générale sur l'importance de l'environnement, elle ne se traduit pas exactement dans le diagnostic que chacun fait sur la situation. La deuxième chose, je pense, importante à noter dans le diagnostic, c'est qu'il n'y a plus d'unanimité sur l'importance de l'écologie. C'est vrai que je suis un peu un vieux barbon, je m'en excuse, mais il y a une quinzaine d'années, on avait par exemple des initiatives comme le Grenelle de l'environnement où tous les partis politiques considéraient que l'environnement était quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a quand même 40% de la population qui vote pour des partis politiques qui sont soit écologiques, c'est-à-dire qui ne parlent pas d'écologique, soit même anti-écologiques, sans parler de certains autres qu'il faut, c'est pour le moins nuancer ou peu engagés sur ces sujets. Et donc, on a quand même une évolution de ce point de vue-là. Et cette évolution pose quand même question parce que si encore il y avait des débats entre ces différentes forces sur l'écologie, mais tout a montré, les dernières échéances électorales en particulier, que le débat sur l'écologie dans ce pays était quasiment nul ou qu'il se réduisait le plus souvent au éternel débat sur le nucléaire ou sur les renouvelables, mais qu'il n'y avait pratiquement pas de débat sur, y compris les changements de société, et on va y venir, et les changements structurels qu'il faut pour avancer sur la question climatique. Le troisième élément, c'est qu'il n'y a pas non plus de compétition, ce qu'on pourrait souhaiter, parce que ce serait extrêmement utile, il n'y a pas non plus de compétition entre les différentes forces politiques pour définir quelles sont les bonnes solutions écologiques. Et de ce point de vue-là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dommage, et du coup, ça ne nourrit pas suffisamment le débat démocratique sur ce sujet. Troisième élément de diagnostic, c'est qu'on voit bien que un certain nombre de gens, et ça se montre assez bien dans les sondages, un certain nombre de gens et une bonne partie de la population a du mal, il est convaincu des problèmes, par exemple, de climat, mais a du mal à se mobiliser uniquement sur le climat. Et c'est vrai que les gens sont beaucoup plus attentifs, les sondages le montrent, sur le fait que, par exemple, quand on leur parle de leur santé et du lien de la santé avec le climat, ou par exemple quand on leur parle de nature et du lien de la nature avec le climat. Et donc le climat reste encore un sujet un peu, je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas un tout petit peu extérieur par rapport à des préoccupations très profondes des gens de santé, de bien-être. Alors ils sont très contents quand il y a une articulation entre les deux. Ça, évidemment, ça complète très bien, mais l'abord par uniquement le sujet du climat, souvent, ne déclenche pas forcément l'envie d'agir. Et enfin, dernier élément, c'est sur l'éternel débat sur la fin du mois ou sur la fin du monde. On est obligé de constater, surtout en ce moment où les difficultés sont quand même très grandes, et de manière tout à fait logique. Moi, il n'y a aucune critique à avoir là-dessus, qu'il est tout à fait normal qu'une bonne partie de la population s'intéresse d'abord à la fin du mois, plus qu'à la fin du monde. Ça ne veut pas dire qu'ils ne considèrent pas que la fin du monde est importante, mais il est tout à fait logique, quand vous n'avez pas d'argent, de s'intéresser d'abord à la fin du mois par rapport à la fin du monde. Et donc, ce qui veut dire que la convergence entre les deux, elle est importante, mais elle doit se construire, elle n'est pas automatique. Voilà donc sur le diagnostic quelques éléments qui naturellement peuvent être discutés, voilà, mais c'est en tout cas pour ouvrir le débat. La deuxième chose que je voudrais dire, le deuxième aspect, c'est sur les mobilisations et sur les solutions. Tout le monde, je crois, peut être d'accord pour qu'il n'y a pas une option d'attendre. Et il n'y a pas en particulier une option d'attendre une éventuelle alternance. Donc, on est bien obligé de se poser la question de la mobilisation tout de suite pour faire avancer des solutions structurelles. Tout le monde est d'accord pour dire que les solutions ne sont pas uniquement techniques, qu'elles sont en partie techniques, mais qu'elles sont principalement peut-être sociales et sociétales. Et moi, j'ai une chose que je voudrais dire. Vous savez, je suis un peu hétérodoxe. Toute ma vie a été un peu de l'hétérodoxie. Je suis un peu provocateur parfois aussi. Et moi, j'en ai assez, je le dis franchement, que quand on dit ça, on en sorte uniquement sur des mots obus, que sont les mots sortir du capitalisme ou décroissance. Ça, c'est des mots obus. C'est des mots qui permettent en effet de réfléchir. Mais ce n'est pas des mots qui définissent des solutions. Le sortir du capitalisme, moi je veux bien qu'on sorte du capitalisme, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire nationaliser? Mais l'expérience montre que ce n'est pas parce qu'on nationalise un grand pan de l'économie qu'on va forcément changer la logique économique. Est-ce que ça veut dire remplacer l'économie de marché? Le seul exemple qu'on a eu de remplacement de l'économie de marché, c'est en Union soviétique. On a vu le résultat avec la planification centralisée. Et donc, on a bien du mal à réfléchir, on devrait le faire peut-être davantage,
à la façon dont on pourrait remplacer l'économie de marché. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort dans la définition de ce qu'on veut dire, de sortir des mots obus. Le deuxième mot obus, c'est évidemment décroissance. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par le mot décroissance? Est-ce qu'on veut dire la décroissance du PIB? Ce qui veut dire concrètement que les augmentations de salaire ne sont pas tout à fait compatibles avec la décroissance du PIB. Est-ce qu'on veut dire décroissance des ressources matérielles ou de l'utilisation matérielle? Mais est-ce que pour isoler un logement, il ne faut pas des ressources matérielles supplémentaires? Et donc là aussi, faisons l'effort, je ne dis pas que ce n'est pas des concepts intéressants, mais faisons l'effort d'aller plus loin dans la définition des solutions, parce que sans ça, on sera toujours hors sol, je dirais. On sera toujours dans une situation où on n'arrivera pas à définir les choses. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire que moi, je pense qu'il est extrêmement important d'articuler et de mieux articuler, en tout cas c'est notre point de vue, les mobilisations et un certain nombre de solutions structurelles systémiques qu'il faut, à notre avis, mettre en œuvre. Nous, on rêve un peu qu'un mouvement se déclenche pour dire au pouvoir public, faites une vraie politique de rapprochement du domicile et du lieu de travail. Nous, on rêve un peu pour qu'un mouvement puisse dire aux politiques, faites une vraie politique qui passe de 90% de téléphones reconditionnés ou d'écrans déconditionnés à 10%. Nous, on aimerait qu'il y ait un vrai mouvement qui dise arrêtez au niveau de la mode d'avoir comme ça tous les ans des choses qui finalement incitent les gens à acheter régulièrement dans leur penderie et avec des excès considérables. Nous, on rêve qu'il y ait un mouvement qui dise sur les circuits courts, faites enfin une politique systématique de développement de circuits courts. Pourquoi pas, par exemple, avec les monnaies complémentaires qui sont des outils extrêmement utiles pour développer les circuits courts. Nous, on rêve de mouvements qui disent sur l'énergie, si on veut vraiment une transition énergétique, décentralisons réellement au niveau des collectivités locales, donnons-leur les moyens, et on a des propositions à faire, des moyens et la compétence pour développer réellement des énergies locales. Voilà donc, et on pense qu'il faut qu'on arrive à penser davantage les mobilisations qui sont très largement sur l'indignation, mais on pense que c'est extrêmement utile, qu'évidemment, il y a des gens qui s'indignent, mais penser davantage les mobilisations, non seulement sur l'indignation, mais aussi sur les solutions. Voilà quelques éléments que je voulais vous dire. Le troisième élément, j'en dirais simplement un mot, c'est le rapport aux institutions et aux politiques. Je pense qu'il faut en effet poser ce rapport en posant la question, est-ce qu'on veut être à l'intérieur? Est-ce qu'on pense que le plus efficace, c'est d'être à l'intérieur des institutions? Est-ce que c'est d'être à l'extérieur? Est-ce que c'est un mixte des deux? La question se pose. Le plus efficace est-il d'agir au niveau national ou d'agir au niveau local, ou les deux? Le plus efficace est-il, et comment faire, de s'investir en politique, compte tenu du paysage politique actuel, un peu compliqué et qui n'est pas forcément extrêmement motivant pour s'investir en politique. Voilà donc quelques éléments que je voulais soumettre en introduction pour faire réfléchir, puisque c'est bien l'objectif de ces pensées, de ces réunions, c'est pour faire réfléchir sans avoir forcément des solutions idéales. Et je vais passer la parole, en commençant par ma gauche, à Lola Lazaro, qui se présentera et qui interviendra donc pour 10-12 minutes, comme je pense je viens le faire, à moins que j'ai beaucoup dépassé. Non, je ne pense pas, 10-12 minutes. Voilà, à toi Lola. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'avais pas prévu de commencer, mais en même temps, allons-y. Donc, je m'appelle Lola. Je suis, entre autres, membre d'Extinction Rébellion depuis 2019, avec beaucoup d'allers-retours et un engagement qui est plutôt satellitaire depuis le Covid. Voilà, je vais et je viens. Je voudrais quand même préciser que je ne suis pas du tout porte-parole du mouvement. Il n'y a pas de porte-parole en fait chez Extinction Rébellion, il n'y en aura jamais, j'espère. Donc je répondrai vraiment aux questions qui ont été posées selon mes propres interprétations. Et j'en profite aussi pour préciser d'où je parle, parce que je ne suis pas juste militante. Je suis quand même une jeune diplômée d'un master en gouvernance de la transition écologique. Donc j'ai fait Sciences Po Bordeaux et je travaille actuellement dans la concertation. Donc voilà, je voulais juste préciser ça d'office pour dire que j'ai une situation de vie qui est stable et confortable. Donc pour démarrer sur la première question et premier constat qui était celui de la fracture, d'une fracture écologique dans la société. Donc je ne reviendrai pas sur le fait qu'effectivement,
dans les faits, voilà, tout le monde s'intéresse à l'écologie, tout le monde s'intéresse à l'environnement. Vous l'avez bien dit en introduction. Selon moi, si la société est fracturée, c'est pour de multiples raisons et l'écologie, c'en est vraiment qu'une parmi d'autres. Je suis pas en train de lire les bonnes notes, excusez-moi, c'est bon. Mais ça va, pour l'instant, je suis quand même raccord. Pour moi, ce qui peut vraiment, enfin, ce qui peut plutôt cliver dans les messages qui sont prônés au niveau de l'écologie plus radicale, donc notamment l'écologie portée par Extinction Rébellion, c'est qu'en fait, cette radicalité, elle demande du coup une remise en question sérieuse, j'allais dire, de nos modes de vie, mais en fait, c'est essentiellement des modes de vie des plus riches. Donc maintenant, avec la situation que j'ai actuellement, peut-être que je fais quand même partie des gens privilégiés et qui devront remettre en question leur mode de vie. Et voilà, j'en ai conscience. Mais je ne suis quand même pas Vincent Bolloré, hein, voilà, qu'on se le dise. Et autres personnages du même titre qu'on a beaucoup nommés ces 2 derniers jours, plus besoin de les citer. Et en fait, du coup, ce qui clive pour moi, c'est que c'est ces gens-là, c'est les Bolloré et compagnie, qui maîtrisent une grande partie du discours sur l'écologie. On l'a vu, par exemple, au niveau de quand Sandrine Rousseau s'est portée candidate à la primaire écolo et où, en fait, il y a eu, voilà, enfin, je parle de discours radical. On est bien d'accord que Sandrine Rousseau n'est pas une zadiste pour autant. Il y a vraiment eu un déchaînement médiatique et un déferlement de haine. Là-dessus, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le discours sur l'écologie, il est maîtrisé par les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi. C'est eux qui entretiennent cette fracture écologiste, qui font en sorte, enfin, qui défendent leurs intérêts en maîtrisant un discours de oulala, attention, l'écologie, ça va remettre en question vos modes de vie, alors qu'en fait, c'est essentiellement les leurs qui vont être mis en question. Donc oui, la société, elle est fracturée sur la question écologique, dans la mesure où elle demande une rupture avec, attention, mot qu'on ne veut pas citer, la croissance et le modèle capitaliste, parce que l'écologie radicale, elle fait peur, et cette peur, elle est entretenue voilà, par les médias, par les personnes qui nous dirigent. Alors que, quand même, je tiens à le rappeler, même si je pense qu'on en est tous et toutes conscients ici, que ce qui devrait nous faire peur, c'est plutôt l'effondrement de la biodiversité, les conséquences du changement climatique déjà en cours, ou encore la montée du fascisme. Voilà, ça fait un peu plus peur, je pense. Sur la deuxième question, ça va, j'ai du temps. De l'articulation entre des actions plutôt, moi j'ai compris du coup action de contestation, enfin j'ai pris ça pour le compte d'Extinction Rébellion, action de désobéissance civile, et plutôt solutions structurelles. Je trouve que ça revient à un reproche qui est fait de façon assez classique au mouvement de contestation, qui est ah là là, vous luttez contre, mais vous proposez quoi? Et oui, c'est vrai, mais en fait on l'assume de lutter contre et de ne pas proposer. Parce que, évidemment qu'il faut faire des ponts entre les actions et les solutions, mais est-ce que c'est vraiment aux mêmes personnes de proposer les solutions et de réaliser les actions? Personnellement, je pense pas forcément, en fait. Nous, on va dénoncer, par exemple, l'existence des jets privés en allant envahir le tarmac d'un aéroport. Et d'autres vont écrire sur comment légiférer pour interdire les jets privés. C'est pas grave en fait que ce soit pas les mêmes personnes qui fassent ces 2 actions. Donc au final, pour moi, ces actions, elles donnent du poids à ces propositions structurelles. Pour donner un exemple qui moi me concerne plus particulièrement avec Extinction Rébellion, on avait mené une campagne de sabotage de trottinettes à l'hiver 2019. C'était quelque chose d'assez massif, ça s'est déployé à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Au total, on a mis collectivement, je ne dirais pas à quoi j'ai participé ou non, on a mis hors service 3600 trottinettes, tout simplement en fait en gribouillant les QR codes des trottinettes avec un marqueur. À ce moment-là, c'était assez facile. Entre-temps, du coup, les opérateurs ont renforcé la sécurité sur la trottinette, forcément. Mais donc, voilà, nous, notre objectif, c'était décourager les opérateurs, décourager les utilisateurs. Aussi, comme disait Corinne Morel-Darleux hier, en fait, essayer de montrer que non, c'est pas cool de faire de la Voy ou de la Lime, pour citer les marques toujours très, très fun. C'est pas cool.
Et bon, bah, au final, on ne saura pas si ça a joué effectivement sur le fait que certaines villes, après, prennent des mesures contre, ou en tout cas pour réguler l'usage des trottinettes électriques en libre service. On parle bien de ça en libre service. Hein, je ne veux pas vous, s'il y a des personnes qui ont leur propre trottinette électrique, je ne viendrai pas les saboter, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est comme les vélos électriques, faites ce que vous voulez. Mais voilà, on parle bien des trottinettes en libre service. Bon, bah voilà, il s'est passé quelque chose après ça, mais on ne saura jamais si c'était lié à notre action ou non. Mais en tout cas, nous, on l'a fait et d'autres ont fait autre chose derrière. Sur finalement la question du rapport aux institutions, aux jeux politiques en général, la stratégie collective d'Extinction Rébellion, c'est plutôt, enfin, c'est de toute façon, comme la plupart des mouvements de désobéissance civile, un mouvement qui est apartisan, qui est éminemment politique. Évidemment, on fait bien la distinction entre être politique et être partisan, mais qui du coup se retire complètement des enjeux électoraux. Donc, parce que simplement, notre objectif, c'est pas de conquérir le pouvoir, c'est remettre en question le fonctionnement actuel de nos institutions. Et ça peut être, par exemple, en faisant la promotion d'assemblées populaires. Et je dis bien populaires et pas citoyennes, parce que en fait, il n'y a pas que des citoyens qui participent aux assemblées. Il y a aussi beaucoup de personnes sur le territoire français qui ne sont pas, qui n'ont pas la citoyenneté. Ça me semble important, c'est jamais trop de le rappeler. Donc en faisant la promotion de l'Assemblée populaire. Et pour autant, on est quand même très content quand un parti politique relaie notre action. On ne va pas cracher dans la soupe non plus. Aussi, ce matin, on posait la question des alliances dans cette salle. Je pense que c'est aussi important de rappeler qu'à l'échelle des luttes locales, en fait, les alliances justement entre des mouvements comme celui d'Extinction Rébellion et autres mouvements de désobéissance civile et partis politiques, elles se font assez naturellement en fait. Enfin, moi, j'ai participé à une réunion dans le Sud Gironde à l'été 2020. C'était la première réunion de discussion autour d'un projet de méga plateforme logistique de type un peu Amazon sur une zone humide. Et spontanément, en fait, à cette réunion, il y avait nous et notre collectif, il y avait d'autres assos, des riverains, des riveraines, et il y avait un élu régional, voilà, qui s'est juste mobilisé spontanément. Et donc, on était tous et toutes là, et la passerelle était toute faite, en fait. Enfin, c'était assez évident, quoi. Donc, on n'ira pas faire campagne pour un parti ou pour un autre, ou en tout cas pas au nom du collectif. Individuellement, chacune fait bien ce qu'il veut, et heureusement. Mais voilà, enfin moi en tout cas, je ne peux pas parler là-dessus pour Extinction Rébellion, mais pour moi, il est évident que d'avoir des alliés qui sont élus, tant qu'on est dans cette 5e République, oui, ça me paraît utile. Donc voilà, l'arrivée de tous les députés de la NUPES à l'Assemblée nationale, il me semble que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour nos luttes, parce que peut-être qu'on fera plus de passerelles et plus de liens, et que voilà, ce qu'on ouvrira par nos actions, peut-être que ça pourra porter à des mesures que certes on ne trouvera pas assez radicales et pas assez ceci, cela, mais qui seront toujours utiles. Cela étant dit, savoir s'il faut investir vraiment les institutions et avoir vraiment cette espèce de, je sais pas trop de quand ça date, cette idée, voilà, je suis jeune, j'ai 25 ans, je l'admets, cette idée de il faut changer les choses de l'intérieur. Bon, moi, je me pose la question un peu tous les jours, hein, notamment dans ma pratique professionnelle. J'en sais rien, en fait, de s'il faut changer les choses de l'intérieur via les institutions ou pas. Moi, personnellement, j'ai pas tellement confiance en cette idée et je suis peut-être pessimiste, mais je pense que la machine institutionnelle nous mangera toujours. Voilà. Merci beaucoup. Ici, là. Non, je ne crois pas. Ça va? Bonsoir. Bonsoir.
Priscilla Lidowski. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Vraiment, je trouve que c'est un beau lieu d'abord. C'est un bel endroit et je trouve que c'est un bel événement que de réfléchir à la transversalité. Je disais bonsoir, Priscilla Lidowski. J'étais ravie d'être là pour faire plus court que la fois précédente. Je réfléchissais aux 3 questions qui avaient été adressées par Géraud et je me disais que ce que j'avais envie d'expliquer ce soir ou de raconter répondait d'une certaine manière à ces 3 questions. Et donc, je vais partir du moment où moi, j'ai mis un pied on va dire, dans le monde militant, pour faire court. Et ça questionne directement ces trois points. La pétition que j'avais lancée en 2018 était au sujet de la taxe carbone. Donc, cette taxe-là, l'idée, en fait, à travers cette pétition, c'était pas de dire on ne souhaite pas contribuer à financer la transition écologique, mais ça venait à questionner le sujet de la transparence, ça venait questionner le sujet de l'exemplarité des institutions dans la mise en place des politiques, et ça venait questionner aussi la justice sociale dans son ensemble, et plus particulièrement le fait de dire que quand des mesures sont mises en place, est-ce qu'elles prennent en compte le contexte dans lequel elles seront appliquées et qui elles viendront impacter. Et disant ça, je me dis que ces 3 points, ces 3 questions de la fracture écologique, du mouvement, des solutions VS, des indignations et ensuite du rapport aux politiques, je pense qu'on peut aisément trouver de quoi dire sur ces 3 points à travers ce récit-là. Et donc, si on parle de fracture écologique, je dirais plutôt qu'on parle de fracture sociale. Je défends en fait l'idée, et je pense que je ne suis pas la seule évidemment, qu'on ne peut pas adresser la question écologique sans questionner le mode de vie actuel des gens, la manière dont les gens seront impactés par les mesures et la manière dont elles pourront être impliquées dans la construction de ces mesures. En l'occurrence, on l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue statistique, la majorité des gens sont conscients de l'urgence climatique. Il y a un laboratoire d'idées qui s'appelle Destin commun en France et Mort in Common à l'étranger qui a interrogé les gens et qui se base non pas sur des données sociodémographiques pour faire ses études, mais qui se base aussi sur les convictions profondes des gens à un instant T. Et ce faisant, elle a fait une étude qui s'appelle Fracture, comment réconcilier la France, et donc dans cette question sur l'environnement, sur le fait que l'environnement, la question de l'environnement puisse unir les gens. Ce que les gens ont répondu à 68%, c'est que c'était un sujet qui pouvait qui nous permettrait en fait de nous unir et d'aller au-delà des divisions. Et donc quand j'entends fracture, c'est ce que j'entends à l'inverse, unité. Et j'entends que certains sujets peuvent mobiliser les gens parce qu'ils ont une certaine conscience de cette urgence, mais parce qu'ils ont aussi envie de vivre dans un environnement sain et ont parfaitement conscience qu'on a individuellement contribué à faire que cet environnement soit meurtri, mais qu'on n'est pas totalement prêt à changer de manière radicale notre façon de vivre si on n'est pas accompagné et si on n'est pas constamment culpabilisé. Et c'est ce que cette mesure faisait. Le gouvernement l'a dit, cette mesure consistait à nous punir et à appliquer ce qu'ils ont appelé le principe du pollueur-payeur. Mais ce principe n'était pas appliqué à tous les pollueurs, et notamment les plus gros pollueurs, ceux qui ont une plus grosse responsabilité. Et donc, quand on se rend compte qu'il y a un si gros pourcentage de personnes qui sont conscients de l'urgence, qui sont prêts à agir, mais qui trouvent ces mesures injustement articulées, et qu'elles ensuite revendiquent des outils démocratiques pour contribuer à la construction de ces mesures, ça dit quelque chose. Pour moi, ça dit qu'au-delà de cette fracture, il y a une volonté de faire ensemble et il y a une volonté de construire les choses ensemble pour qu'elles soient moins impactantes négativement à l'échelle de sa vie quotidienne. Ce laboratoire d'idées, il a aussi constaté que 77% de la population pressait le gouvernement d'agir, ce que font déjà tout un tas d'ONG et ce que font tout un tas de politiques sur ces questions-là, mais disait aussi qu'elles étaient prêtes à changer un petit peu leur mode de vie. Donc on sent quand même qu'il y a une évolution. On parle beaucoup de petits gestes, mais on sait qu'il y a aussi de très gros gestes qui seraient utiles à l'échelle des grandes entreprises, qui sont pour moi des acteurs clés des transitions.
sont pour moi des moteurs dans ces transitions-là, et elles ont capacité d'agir et de manière beaucoup plus forte qu'à l'échelle individuelle. Et je pense que c'est aussi à ce niveau-là que ça doit se jouer, notamment en faisant on parlait de PIB tout à l'heure, mais notamment en faisant en sorte que les indicateurs clés de performance ne soient pas uniquement basés sur le profit, mais aussi sur des questions sociales, de santé, de bien-être, pour que à l'échelle individuelle, ce soit beaucoup plus simple d'agir lorsqu'on sait qu'il y a des grosses dynamiques entrepreneuriales qui sont mises en place. Et ce que disait le troisième chiffre que je voulais donner, c'était, enfin, il y en aura peut-être un quatrième, mais on a 57% de ces personnes-là qui avaient été interrogées qui disaient quand même si on est conscient de cette urgence, même si on souhaite, on a conscience qu'on va devoir modifier un petit peu nos modes de vie, on ne veut pas que ce soit non plus un sacrifice trop important d'un point de vue financier. Et donc, pour moi, cette fracture, elle se creusera, elle s'amplifiera si on n'adresse pas cette question sociale, si on ne fait pas en sorte que les mesures elles soient socialement justes et socialement articulées dans un esprit qui puisse permettre aux uns aux autres d'agir sans être culpabilisés. Et donc, cette pétition-là, elle a permis de mettre sur le débat public une autre question assez importante, parce que je considère que cette transition écologique, elle ne peut pas se faire si on n'admet pas qu'on est aussi dans une crise démocratique, qui, pour moi, c'est le cas aujourd'hui. On a The Economist qui a classifié pour la deuxième fois la France comme démocratie défaillante. Et je pense que c'est une alerte qu'on doit entendre et qu'on doit se questionner sur les raisons pour lesquelles on en est là aujourd'hui, dans un pays qui est la 6e ou 7e puissance mondiale, ou qui en tout cas se présente comme tel. Et où par ailleurs, on a 9 millions de personnes qui sont pauvres et des tas de personnes qui sont dans la difficulté. Cette question démocratique, elle a aussi été portée dans le mouvement des Gilets jaunes pour dire, puisque ces mesures, elles nous impactent négativement et puisqu'elles sont injustement articulées, on voudrait pouvoir participer. Et ça signifie mettre en place des outils démocratiques. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la manière dont ça doit être mis en place. Donc oui, il y a cette indignation par les mobilisations de terrain, donc les actions de désobéissance civile, les actions de manifestation récurrentes, etc. Mais ce que je constate sur l'indignation vs solution, c'est que malgré tout, ces personnes, à côté, proposent des choses. Là, en l'occurrence, ce qui n'a pas vraiment été montré par les médias dans le mouvement des Gilets jaunes, ce sont les multiples assemblées citoyennes qui ont été créées spontanément par des gens partout en France. Ça n'a pas été beaucoup médiatisé, mais c'est quand même assez inédit, je pense, en France, qu'il y ait des personnes qui, après le travail, qui avaient l'habitude de rentrer chez elles, aller boire un verre, peu importe, vivre sa vie, mais qui, là, allaient dans des salles, comme celle-ci, par exemple, pour discuter de comment mieux vivre. Comment vivre dignement. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent, ça s'est fait pendant toute l'année 2019, et je trouve ça très intéressant de se dire qu'il y a cette volonté en France de discuter, d'échanger, de se rencontrer et de proposer des choses pour faire mieux et pour vivre mieux. C'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a des espaces qui sont investis comme les ronds-points l'ont été. C'est quand même pas un lieu commun, un rond-point, pour aller discuter. Je veux dire, quand on a envie d'aller boire un verre ou d'aller discuter, on se dit pas est-ce qu'on n'irait pas sur le rond-point. Donc, du coup, ça s'est transformé en des mini-parlements, j'ai l'impression, des gens qui venaient discuter de tout et de rien et surtout de précarité, malheureusement. Et un autre champ qui est aussi très sous-estimé, mais où d'autres ont très bien compris que ça fonctionnait bien et qui se l'approprient et ça devient assez violent par moment, c'est le champ numérique. La place des espaces numériques dans la mobilisation, dans les mobilisations, et qui rendent beaucoup plus rapides et beaucoup plus impactantes les différentes mobilisations ou initiatives ou même transmission communication sur des initiatives. Et je pense que cette crise démocratique, elle est adressée au gouvernement et elle est... le gouvernement est alerté pour moi par cette crise démocratique, ne serait-ce que par ces mesures qui se sont retrouvées, des think tanks, des ONG, elles se sont retrouvées sur les pancartes dans la rue. Je pense que ça aussi, c'est assez inédit qu'on voit sur des pancartes RIC, référendum d'initiative citoyenne, plus de référendums, plus de participation ou ce genre de choses, ou refonte des institutions. En fait, ça appelle à une mise à jour. Je pense qu'on peut oser adresser comme sujet le sujet de la mise à jour de notre mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire jeter d'un revers de la main la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est dire on a le droit d'évoluer, on a le droit de décider de faire mieux et de faire autrement tout en impliquant les gens qui sont directement concernés. C'est ce qui a donné naissance notamment à la Convention citoyenne pour le climat. Comme solution, je trouve que l'idée des transversalités pour moi est très importante parce que ce que des associations, des ONG, des politiques réclamaient depuis un certain nombre d'années,
s'est retrouvé tout d'un coup mis en place. Alors après, il y a les critiques qu'on peut avoir du dispositif et de la finalité du dispositif. Mais le fait que vous ayez eu des personnes du mouvement climat, des personnes du mouvement des Gilets jaunes, des sociologues, des chercheurs, des journalistes, des experts des sujets démocratiques et d'autres types d'organisations qui ont conjointement décidé de demander la mise en place de dispositifs qui pouvaient traiter de ce sujet tels que le climat, la fiscalité et la démocratie au sein d'une institution créée et nouvellement créée pour ça, c'était de dire ensemble, on peut faire les choses de manière plus impactante et beaucoup plus forte et obtenir plus de résultats. Alors, la lettre ouverte qui a été adressée à Macron en 2019 a permis l'émergence de la Convention citoyenne 4 mois après. 150 personnes ont été tirées au sort, elles ont adressé 149 mesures au président, etc. Mais ce qui est dommage dans ce dispositif-là, c'est qu'en face, on a eu beaucoup de politiques qui ont soutenu, mais on a eu aussi beaucoup de politiques qui se sont moqués des gens qui se sont impliqués, alors qu'il s'est avéré finalement que les experts, après analyse de ces mesures, ont dit que c'était des mesures qui étaient vraiment rédigées de manière qualitative et qu'elles l'auraient été beaucoup plus si elles avaient été qu'elles avaient été entourées de manière plus forte et sur la durée, sur une durée plus longue. Mais c'est intéressant de se dire qu'il y a des, avec le recul, à la fois des sociologues qui ont été beaucoup sur le terrain pendant le mouvement des Gilets jaunes pour dire vraiment quel a été, qui ont pris le pouls de ce que les gens ressentaient à ce moment précis lorsqu'ils sont sortis dans la rue, et d'avoir été à la rencontre des personnes qui ont été tirées au sort et qui ont pu entrer dans un dispositif institutionnel qui pensaient peut-être pas avant qu'on pouvait changer les choses de l'intérieur et qui pensaient même pas qu'on pouvait les écouter parce qu'elles ne se sentaient pas expertes au début, elles ont été outillées, informées, elles se sont rendues compte de l'urgence et elles ont proposé des mesures associé à un travail collectif de délibération et d'ateliers d'intelligence collective qui leur ont permis de travailler ensemble alors qu'elles n'étaient pas forcément d'accord au début. Donc, ce dispositif-là, c'est quelque chose qui a émergé du terrain et des associations qui ont mis ensemble des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord les unes avec les autres et qui ont permis de s'adresser à un gouvernement en leur disant on veut pouvoir participer, on veut pouvoir mettre ces choses en place. Et elles l'ont fait avec une mission qui leur a été donnée, qui disait on veut pouvoir produire des mesures qui permettaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais dans un esprit de justice sociale. Et il y a eu une adhésion de plus de 70% de la population sur ces mesures, là où finalement elles n'ont pas forcément été mises en place correctement, puisque Reporter, je crois d'ailleurs, a estimé que 10% des mesures avaient été finalement implémentées à travers le projet de loi climat et résilience. Donc tout ça pour dire que pour moi, c'est la complémentarité qui compte, la transversalité, le fait de savoir s'écouter, de décloisonner. Je suis assez d'accord, c'est très important d'être expert de son domaine, mais c'est aussi très important de regarder ce qui se fait à côté pour pouvoir avancer et essayer de débloquer des verrous institutionnels pour le coup, qui nous empêchent de mettre en place des choses. Et le rapport aux politiques, pour moi, je pense qu'il y a le politique en tant qu'être humain, ou la politique en tant qu'être humain qui reçoit beaucoup de violence parce qu'il y a beaucoup de défiance envers les politiques de nos jours. Et pour moi, ça peut se résoudre en faisant en sorte de reconnaître cette défiance et de mettre en place des dispositifs qui permettent d'être beaucoup plus au fait de l'exemplarité, de la transparence, et qui permettraient peut-être de dire, enfin, on peut, quand on vote, avoir une certaine confiance aux personnes qui sont élues parce qu'elles mettraient en place des mesures qui nous impactent socialement de manière plus juste. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole j'espère que le micro marche, je vais passer la parole à Delphine et Léa qui vont se partager le temps imparti. Merci à vous de votre présence et à vous. Parfait. Du coup, Delphine et moi-même, nous avons toutes deux pris part au discours de désertion prononcé lors de notre remise de diplôme au printemps dernier. Nous y avons affirmé la responsabilité d'AgroParisTech et de toutes les autres grandes écoles dans les ravages sociaux et écologiques en cours. Nous y déclarons la nécessité de déserter les métiers nuisibles aux vivants auxquels l'école nous prédestine de fait pour bifurquer vers d'autres voies. Nous avons été invités ici en table ronde finale. Ce doit être car vous attendez que la solution vienne de nous, les jeunes. Mais nous ne sommes pas des experts de la désertion. Nous cheminons, nous nous formons, nous expérimentons et nous vous invitons à faire ce cheminement avec nous. Pour ma part, après l'école, j'ai fait un travail saisonnier perdu devant l'éventail des non possibles. Puis j'ai fait un peu de recherche, mais un peu déçue et peu convaincue de mon quotidien, tant par ses aspects matériels que sa capacité à changer le système actuel. J'ai choisi de me former pour devenir paysanne et éleveuse.
et de faire de l'art un outil militant. Et de mon côté, à la sortie d'AgroParisTech, j'ai travaillé pendant 1 an dans un laboratoire de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales. Je me suis très vite rendu compte des verrouillages politiques et institutionnels et plutôt que de passer mes journées derrière un ordinateur à écrire des rapports plusieurs centaines de pages, j'ai préféré partir et aller vers une autre voie. Et comme Eléa, je suis actuellement en train de me former au maraîchage et au savoir lié aux plantes médicinales dans des fermes paysannes. Donc, on va essayer de fournir des éléments de réponse par rapport aux 3 grandes questions. Après ces 2 jours de rencontres, il nous semble que l'objectif commun aux écologistes est bien l'abolition du système capitaliste, colonial et patriarcal qui oppresse le vivant. Et selon nous, il nous semble que le socle commun positif qui nous lie est la nécessité de se réapproprier collectivement nos moyens d'existence. Et pour cela, il est temps de consacrer notre énergie aux luttes de défense des territoires accaparés et ravagés par le système industriel et à la construction d'une autonomie locale, et à la fois matérielle et politique sur les territoires. Cela a pu être expérimenté par le passé et aujourd'hui encore sur certains territoires. Nous pensons notamment à la lutte contre les méga-bassines dans le Poitou, aux luttes pour les jardins d'Aubervilliers, à l'organisation collective de Longomaille ou encore à l'autonomisation du plateau de Mille-Vaches. Alors, nous devons nous appuyer sur cette richesse et ces expériences pour les multiplier. Qu'elles aient échoué, abouti ou perduré, elles sont un bouillonnement de vie, de joie, d'émancipation, et elles permettent de renforcer notre stratégie actuelle pour déserter le système dominant. Alors, oui, la question de la fracture, pour la dépasser, la question, c'est qu'il va falloir qu'on s'entraide pour s'extraire ensemble de ce système qui profite de nos forces. Il faut qu'on rende accessibles et visibles les voies de lutte, de paysannerie, d'artisanat, pour que chacune d'entre nous trouve la sienne. Quand on dit ensemble, c'est-à-dire pas seulement nous ici, mais toutes celles et ceux avec qui nous souhaitons faire société. Et pour cela, il est nécessaire de repenser notre façon d'apprendre. Nous désirons un autre mode d'apprentissage, de transmission, qui ne passe plus par les écoles et universités, mais par des échanges entre pairs au cours de formations locales, autogérées, qui associeraient des savoirs pratiques et théoriques, que ce soit au travers de séminaires, de chantiers, de discussions informelles ou d'éducation populaire. Et tout cela afin de construire une autonomie à l'échelle locale et à l'extérieur du système dominant actuel. En amont de ces rencontres, on nous a demandé de réfléchir à la question « Comment les écologistes doivent-ils parler aux classes populaires ?» Et vous comprendrez qu'on n'a pas déserté le métier d'ingénieur pour se retrouver de nouveau dans cette posture et le même schéma descendant où l'on oppose finalement écologistes et classes populaires et où l'on place les classes populaires dans une passivité. Et on se dit que ces rencontres sont des nouvelles pensées de l'écologie où finalement on reparle des mêmes sujets entre écologistes et puis qui donneront de nouveaux livres pensés par et pour les intellectuels ne suffisent pas. On se demande pourquoi les paysannes et paysans, les personnes en lutte dans les ZAD et les classes populaires ne sont pas là parmi nous. Pourquoi toutes ces personnes ne prennent pas part à nos discussions alors qu'elles agissent pour défendre le vivant? Comment mettre fin au système d'oppression actuel et construire une société égalitaire si nous restons entre nous? Si nous voulons abolir le système dominant, ces réflexions doivent émerger, être discutées collectivement, localement. Il faut que ça vienne de tout le monde et notamment de celles et ceux qui subissent le plus d'oppression, de classe, genre, race. En ce moment même, il y a des mouvements sociaux qui émergent et également de nombreuses émissions des métiers ouvriers ou de la fonction publique, notamment dans l'éducation nationale ou les hôpitaux. Et ça nous montre à la fois la volonté de faire changer les choses et en même temps, on voit qu'il y a une dépossession politique qui verrouille nos capacités d'action. Selon nous, ce sont les rencontres et les échanges qui permettent à chacun et chacune de se repolitiser. Il est temps de s'organiser politiquement et collectivement, car ces choses-là doivent être des choses parmi toutes les autres dans les actes de subsistance.
Et nous sommes là, dans cette abbaye, symbole d'une connaissance élitiste, et tout en reproduisant ses codes, en train de réfléchir à l'écologie de demain. Mais nous sommes nous-mêmes, tous et toutes ici, globalement dépossédés de nos moyens de subsistance, des savoir-faire, des moyens d'organisation politique à l'échelle locale. Pour nous, ce sont les mêmes personnes qui doivent connaître, observer, planter et récolter, construire et enseigner, en s'adaptant à chaque cycle. Penser et agir sont indispensables et complémentaires. L'un enrichit l'autre. Repensons donc la place de l'activité de pensée, sa fonction, son but, le temps qui y est consacré. Parce que les livres ne finiront pas et ne suffiront pas à nous nourrir. Allions donc nos compétences d'observation et d'analyse, d'enseignement, d'ingénieurs, de chercheuses ou simplement d'humains, humaines, aux activités de subsistance. Entre autres, il y aurait besoin de l'installation de millions de paysannes dans les prochaines années, si nous voulons limiter l'accaparement des terres agricoles par l'agro-industrie, et si nous souhaitons construire un modèle agricole qui ne dépende ni des machines, ni des pesticides, ni d'autres technologies nuisibles aux vivants. Nous pouvons nous rejoindre, voire devenir paysans, paysannes. Ces mêmes paysans et paysannes qui tentent de lutter face à l'agro-industrie, mais qui se sentent impuissants et impuissantes, et qui parfois, à défaut de déserter leur métier, désertent leur vie. Et c'est encore à moi. Et sur la question de maintenant l'intérieur, l'extérieur, si cette désertion n'est pas accessible dès demain pour tous et toutes, il y a la nécessité de parasiter ce système de l'intérieur. Parce que nous pensons que les institutions ne sont structurellement pas aptes à changer radicalement à la hauteur de ce qu'il faudrait. Piratons-les donc en exploitant les failles, en faisant fuiter des informations essentielles, en rejoignant des syndicats ouvriers, en les soutenant, en aidant à créer des consciences de classe, en accumulant des connaissances et en les transmettant, et aussi en appuyant des dynamiques locales financièrement et juridiquement pour soutenir et alimenter les luttes et les subsistances locales. Il y a ici une énergie débordante pour réfléchir à de grands concepts, mais finalement, qu'allons-nous faire une fois rentrés chez nous? Mettons à profit cette énergie, retissons les liens qui font vivre les territoires, cessons de nous abriter dans nos cocons confortables de la réflexion et sortons vivre, rencontrer, lutter, expérimenter pour que cet autre monde dont on parle tant advienne. Nous ne voulons ni ne pouvons finalement proposer des solutions depuis cette table ronde et nous pensons qu'elles émergeront localement et de manière ancrée et adaptée au territoire, car nous ne désertons pas la société comme nos détracteurs ont pu le dire, mais finalement, nous allons faire société. Merci beaucoup. Merci de ce duo. Et donc, je passe la parole à David Cormand. Est-ce que le micro marche? Ça marche? Ouais. Bonjour. C'est bien d'intervenir juste après. Merci de tout ça. Non, mais en fait, j'avais prévu de dire des trucs et c'est bien de réagir à ça parce qu'en entendant l'intervention, ça va peut-être nourrir nos échanges. Enfin, il y a deux types de postures. Moi, je m'appelle David Cormand, je suis député européen, je commence à être un peu vieux, j'ai 47 ans, enfin entre les deux, quoi. Et à la fois, je suis admiratif d'abord par votre parcours scolaire. Je suis admiratif de la combativité que vous exprimez. Et à la fois, je suis envahi d'une forme de tristesse où je me dis, mais qu'est-ce qu'on a raté pour que des jeunes gens aussi brillants dans leur parcours, etc., au fond, se disent que, notamment, j'entendais le discours sur les universités d'élite ou quoi, mais je dis, bon sang, dans l'histoire du développement humain, les universités, c'était des lieux d'émancipation qui a permis de faire grandir l'intelligence humaine, de construire des liens, de renverser des ordres établis, etc., etc. Et là, c'est hyper, je trouve, intéressant parce qu'on est dans un moment où tous ces outils-là, qui étaient censés nous servir à faire ça, sont rejetés à la fois par nos alliés écolos, mais ils ne sont pas rejetés que par nos alliés écolos. Il y a d'autres gens aussi qui dénoncent l'élite des universités. Et ceux-là, ce n'est pas nos amis. Ce n'est pas nos amis. Ce n'est pas nos amis du tout. Quand on attaque en France
l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, toutes les recherches de sciences humaines sur le décolonialisme, enfin, sur tous les combats dont on parle là. Parce que combattre le néocolonialisme, combattre le racisme, ça veut dire aussi qu'on doit s'appuyer sur de la connaissance, etc. etc. Donc, je dis que là, il y a, enfin bref, d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le sujet de notre week-end. C'est les nouvelles pensées écolo. D'abord, pourquoi on parle de nouvelles pensées écolo? Et peut-être vous avez eu ce sentiment-là, je parle pour les plus anciens ou les moyens comme moi. En fait, c'est des thèmes qu'on entend depuis longtemps. Mais pourquoi on dit quand même que c'est nouveau? Parce qu'on est fondamentalement dans un moment de rupture où, en gros, moi, ce que je ressens, c'est que la pensée écolo jusqu'à là, c'était quelque chose de prédictif. C'était attention, c'est ce qui va arriver. Et là, c'est plus prédictif, c'est ce qui est en train d'arriver vraiment. Et donc, ça demande de nous réarmer ou de revisiter des thèmes, des concepts, des trucs qu'on avait déjà en magasin, mais de les rééquiper pour qu'ils soient opérationnels par rapport au mur dans lequel on a commencé à rentrer. Là, l'idée, c'est plus d'éviter le mur, c'est comme, je sais pas, un accident au ralenti, quoi. On le percute petit à petit, et comment on peut faire. Sur la question des fractures écologiques, enfin des conflictualités sur l'écologie. Moi, là-dessus, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que l'écologie est devenue un objet politique de conflictualité. Ça devient le nœud autour duquel on construit des conflictualités. Et c'est exactement, d'ailleurs, ce dont on a parlé pendant les 2 jours, il me semble, c'est comment on aménage un compromis, fin du monde, fin du mois, etc., etc. Il y a plein de luttes de ces derniers mois, de ces dernières années, qui expriment ça. Que ce soit la lutte des Gilets jaunes, que ce soit la lutte de la génération climat, etc., etc. C'est comment on aménage un espace pour sauter, passer cet obstacle. Et quand on regarde dans l'histoire des idées, pour faire très vite, au 19e, la question, la centralité de la conflictualité politique, c'était la question démocratique. C'est la fin des empires, c'est la fin des royaumes, la naissance des États-nations, des républiques, etc., etc. C'est là-dessus que se structurait le débat politique, la conflictualité, la dispute politique. Au XXe, c'est ajouté, ça n'a pas remplacé, hein, c'est ajouter la question sociale. C'est l'arrivée du marxisme, la lutte des classes, la révolution industrielle, etc., etc. Et là, ce qui est en train de nous arriver, je pense, c'est qu'au XXIe siècle, est en train de s'ajouter à ça la question écologique. Et donc, qu'il y ait une conflictualité autour de la question écologique, bonne nouvelle. Moi, j'en avais ras-le-bol en tant que militant écologiste d'entendre « mais l'écologie est partout, tous les partis peuvent faire de l'écologie, on est tous d'accord sur l'écologie ». Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur la façon dont il faut en faire et comment on se bat pour renverser les dominations qui, aujourd'hui, nous empêchent de faire de l'écologie. Sur, Géraud, le truc entre indignation et solution, moi, je suis toujours un peu embarrassé sur la façon de présenter ce débat-là, parce qu'en fait, et en tant qu'écolo, on l'a toujours entendu, il y a une volonté de la part de ceux qui sont au pouvoir de, au fond, départager le bon grain de l'ivresse, le bon grain de l'ivraie sur les écolos. Il y a les gentils écolos, ceux qui sont raisonnables, ceux avec qui on peut discuter, puis il y a les méchants écolos qui, genre, balancent de la soupe sur une vitre en verre devant un tableau. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans. En fait, par rapport à ce qu'on a besoin de renverser, on a besoin de 3 leviers. Le levier des résistances. Je vais être très rapide, mais c'est l'histoire des ZAD, de Extinction Rébellion, que sais-je. Voilà. Il y a le levier des alternatives concrètes, c'est les AMAP, c'est etc., etc. Et je suis désolé, il y a le levier institutionnel. Si on n'active pas de façon coordonnée les 3 leviers, nous n'avons aucune chance de gagner, aucune. C'est-à-dire que si on n'est que sur le truc des résistances et des alternatives concrètes, on a un énorme rouleau compresseur de ceux qui ont le pouvoir, qui décident des infrastructures, si on fait des autoroutes ou si on fait des pistes cyclables, si on fait la 5G ou si on fait je ne sais pas quoi. Donc en fait, ça ne suffira pas. Et à contrario, si on pense que ça va être un truc que descendant et que ça ne va pas marcher non plus, parce que le changement des habitudes, le changement des imaginaires, on en a parlé aussi beaucoup pendant ces 2 jours, et moi je pense que ça compte aussi, on ne peut pas s'en sortir. Et donc il faut absolument dans notre combat qu'on arrive à structurer à la fois d'assumer le truc de l'opposition, de l'indignation et de la solution, et c'est la même idée. Pour finir, je ne sais pas où j'en suis, bon, bref, le rapport aux institutions.
Ça, pour les écolos, nous autres, ça a toujours été compliqué, le rapport au pouvoir. On ne va pas se mentir. Et il y a des raisons à ça qu'il faut assumer, qu'il faut dépasser. Quand l'écologie politique, elle naît, franchement, elle n'envisage pas une seconde d'être au pouvoir. Bah, c'était trop difficile. Il y avait des pensées hégémoniques à droite, machin, qui donnaient l'impression de marcher, ou marxistes, de répartition, qui donnaient l'impression de marcher. C'était deux promesses. Le promesse capitaliste de base de on va augmenter le pouvoir des patrons, machin, puis il y aura du ruissellement et vous aurez machin. On en était con, mais ça pouvait donner l'illusion que peut-être c'est pas faux. Et l'autre, pareil, qui était de dire ah ben non, il faut mieux répartir les points de croissance et ça sera ça la justice sociale. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? C'est que ces deux promesses se révèlent être intenables. Ce qu'on appelle les externalités négatives de ces deux promesses nous jaillissent au visage. Et donc ça, c'est une donnée qui est, de mon point de vue, nouveau. Et quand on était écolo, on se disait de toute façon, ces pensées-là sont dominantes, on n'arrivera pas au pouvoir. Là, maintenant, on a une responsabilité différente d'avoir une approche de conquête du pouvoir. Et un mot que les écolos n'aiment pas trop non plus, c'est le rapport à la souveraineté. Le rapport à la souveraineté dans le sens où, comment, c'est pareil un peu que le rapport au pouvoir d'ailleurs, c'est comment on se saisit des outils qui peuvent changer les choses. Et ça se résume, de mon point de vue, mais très simplement, très facilement. Quand vous avez le pouvoir institutionnel, vous avez 4 leviers pour agir sur le réel. Il y a la fiscalité, qui paye, c'est une question politique fondamentale, hein. Qui paye? L'investissement, c'est où vous mettez l'argent. Les services publics, c'est quels sont les outils de, je sais pas quoi, de care, de ce que vous voulez, d'accompagnement, de lien social, etc., etc. Et la loi, la règle. C'est ça les 4 leviers. À quoi on a assisté depuis des décennies? C'est qu'il n'y a plus de fiscalité, ou alors quand il y en a, elle s'abat sur ceux qui ne peuvent pas y échapper, sur les contribuables captifs. Par contre, à côté de ça, vous avez les paradis fiscaux, est-ce que tu le disais, sur quelle essence, même au niveau de l'essence. On ne facture pas, on ne taxe pas le carburant des riches, le kérosène, et on facture le carburant des pauvres, le diesel. Et par ailleurs, il faut fiscaliser le carbone. Moi, je n'ai pas de problème à dire ça, mais ça se fait de façon injuste. Donc, qui paye? La question de la fiscalité. Reprendre le pouvoir sur la question fiscale, c'est un enjeu politique fondamental. 2, qu'est-ce qu'on investit? Où est-ce qu'on met l'argent? Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que l'argent disponible de la fiscalité, qui est une fiscalité qui s'abat essentiellement sur les contribuables captifs, c'est des investissements sur ceux qui ont déjà. Vous avez vu les chiffres qui viennent de sortir sur 150 milliards d'euros d'argent public en France pour les entreprises, ce qui ne serait pas forcément un drame, mais sans contrepartie et sans conditions. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment sur reprendre la main sur où on met l'argent. Troisième pilier, les services publics, je ne développe pas, vous l'avez à la tête, mais ça a un impact très concret. On venait de parler de l'université, on peut parler de l'école en général. L'école publique en France, c'est une catastrophe. On peut parler de l'hôpital, on peut parler de la justice, on peut parler des travailleurs sociaux qui sont en train d'être... Bref, vous savez ce que c'est des services publics. Et la dernière fois, c'est la réglementation là-dessus. Par contre, la règle, la loi, sur laquelle je veux insister, parce que ça aussi, c'est un domaine qui est complètement déserté par les pouvoirs dominants. Et ça, c'est très Macron. Pour moi, il y a parmi d'où c'est le truc. Vous avez remarqué, ces lois, c'est jamais des lois. C'est on va inciter à, on va encourager à, on va demander à. Non, la loi, c'est pas ça. C'est ça, c'est interdit, ça, c'est permis, point barre. Et il y a un truc, on a renversé les idées en disant « Ah, mais vous voulez interdire des trucs, c'est que vous êtes autoritaire. » Non, la souveraineté démocratique des faibles par rapport aux forts, c'est justement d'avoir le pouvoir de dire « Ça, c'est interdit. » C'est pas du tout dictatorial, c'est le contraire qui est dictatorial. C'est le pouvoir absolu du roi qui, lui, justement, unilatéralement décidait ce qu'on pouvait faire ou pas. Donc, se réapproprier le fait de la règle, c'est, dans le combat écolo, et c'est là-dessus que je voulais insister, c'est que dans les trucs qu'on va devoir revisiter en tant qu'écologistes qui voulons le pouvoir, c'est qu'il va falloir se réapproprier ces mots-là. Le rapport au pouvoir, on peut même parler, ça a été évoqué, la République écologique, etc. etc. Il ne faut pas leur laisser. Et je conclue vraiment là-dessus, sur la notion de République. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers mois, années, c'est quand même les mecs de droite et les racistes qui nous disent ce que c'est la République et qui nous disent que nous, on n'est pas dans la République. Mais la République, ce n'est pas un objet conservateur. La République, c'est l'outil que s'était construit le peuple pour construire des conquêtes et construire un progrès social.
Et même ça, ils ont réussi à nous le piquer. Les mecs de droite, la République, à sa naissance, ils l'appelaient la gueuse. C'est nous, c'est nos ancêtres politiques qui l'ont. Il faut se réapproprier tous ces enjeux-là. Même si je sais, en tant qu'écolo, on ne parle pas cette langue-là, première langue. Mais il faut se la réapproprier. Surtout qu'au passage, y compris la gauche, une partie de la gauche l'a abandonnée. Donc en fait, la gauche traditionnelle s'entend. Donc ça, c'est des sujets-là. Et pour finir, parce que le titre de notre atelier, c'est Désertion, rébellion, alternative. Putain, j'ai plus d'yeux, il faut que... Je vous disais que j'étais entre les deux. Désobéissance. Il y a la question de, quand on dit désobéissance, il faut qu'on arrive à comprendre à quoi on désobéit. Moi, je pense qu'on désobéit à la société de consommation. Bien sûr, aux capitalistes, aux productifs, à la société de consommation. S'il n'y a plus de société de consommation, il n'y a plus de productivisme, il n'y a plus de capitalisme. C'est ça le nerf de la guerre. Et donc, la société de consommation aujourd'hui, c'est une société de consolation, c'est une société de consommation, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est ce qui nous enferme. Donc, construire un imaginaire qui dit ça, il faut y désobéir. L'injonction à consommer, il faut y désobéir. Il y a le truc de la rébellion. Contre quoi on se rebelle? Contre qui on se rebelle? Et là, effectivement, il y a certes Bernard Arnault, je pense qu'il y a plein d'autres gens, il faut fixer aussi qui sont les adversaires. C'est on déserte. Et là, mais c'était le début de mon propos, en fait, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on déserte pour habiter où ensemble. Parce qu'il y a d'autres qui désertent. C'est Elon Musk. Lui aussi, il quitte la réalité terrestre. Lui aussi, il va habiter ailleurs. Et donc, si on veut se réapproprier cet espace qui est Gaïa, qui est la Terre, c'est déserter, oui, la société de consommation, mais il faut savoir où on reprend le pouvoir, où on se réancre, où on décide de reprendre le pouvoir sur cet espace-là. Et donc ça pose de quelles alternatives, mais j'en ai déjà parlé. Mais en fait, c'est quel imaginaire, quel débouché politique on donne à ces convergences des luttes pour en faire des convergences de buts. C'est quel imaginaire de débouché victorieux, majoritaire, joyeux on construit. Parce que si, à un moment ou à un autre, à tort ou à raison, on donne l'impression de s'égayer face à des adversaires qui vont être de plus en plus brutaux. L'illibéralisme, c'est la synthèse entre le libéralisme économique et le racisme xénophobe. C'est ça qui est en train d'arriver. Puisque le libéralisme ne peut plus tenir sa promesse, il va l'imposer par l'autoritarisme. C'est ça qui est en train de nous arriver politiquement. Et donc, il va falloir se serrer les coudes, être fort, être clair sur ce qu'on propose comme alternative si on veut résister à cette tentation qui prend de l'ampleur et qui, et ça a été dit, nous menace. Merci. Alors, je passe la parole donc à Magali. Vous m'entendez? Ouais. Alors, pour commencer, quand je fais ça, c'est pas que j'ai un toc, c'est que je suis d'accord avec mes camarades. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à faire ça de la même manière. Si on n'est pas d'accord, on fait comment? Et si vous n'êtes pas d'accord, on fait comment? Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. OK? Merci. OK. Donc, moi, c'est Magali Payen. Et ma raison d'être au quotidien, en fait, c'est d'accompagner la métamorphose du monde via les imaginaires. Et ça, je le fais de 3 manières différentes. La première, c'est la mobilisation citoyenne via un mouvement qui s'appelle On est prêt, que j'ai lancé en 2018 et qui a mobilisé notamment autour de l'affaire du siècle via 130 youtubeurs. Alors c'est pour ça, je pense que dans le programme, on a mis que je suis youtubeuse, ce n'est pas le cas. Je suis désolée, je ne suis pas youtubeuse. Voilà. Donc un mouvement qui a mobilisé autour de la Convention citoyenne pour le climat également. Donc mobilisation citoyenne d'un côté qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, qui fait appel à la pédagogie inversée et qui, de facto, dans un deuxième temps, touche souvent les médias traditionnels, donc les publics plus âgés. Mon deuxième acte d'action, c'est une société que j'ai montée qui s'appelle Imagine 2050, qui a pour vocation à accompagner les leaders culturels à prendre conscience des grands enjeux contemporains et à transformer leurs récits et leurs métiers. Et quand je parle des leaders culturels, il s'agit aussi bien des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs de jeux vidéo, de podcasts, des publicitaires, et j'en passe. Et la troisième manière, c'est via une société qu'on a annoncée au Festival de Cannes dernier avec Cyril Dion, Marion Cotillard, qui s'appelle Newtopia, et qui a vocation à être un incubateur de nouveaux imaginaires. Donc l'objectif, c'est vraiment de commencer... Pardon.
de commencer par imaginer un nouveau monde pour le créer dès aujourd'hui. Et dans toutes ces actions, en fait, je m'appuie sur ce qu'on appelle la théorie du donut de Kate Raworth. Ah, merci, il y en a un qui suivent là. Et la théorie du donut de Kate Raworth prend aussi bien en compte les 9 limites planétaires qui constituent l'extérieur du donut que le plancher social nécessaire pour vivre dignement, qui est donc l'intérieur du donut. Et l'objectif, c'est de vivre à l'intérieur de ce donut, donc de respecter tout ça. On a beaucoup parlé de climat. Je rappelle que si on résout le problème du climat, on ne résout pas le problème de la survie de l'humanité et de millions d'espèces. Petit reminder. Et alors hier soir, je sais qu'il y a eu un grand débat sur imaginaire, tout ça. Et donc, vous aurez compris que pour moi, en fait, l'imaginaire est vraiment à la base de l'action. L'imaginaire est à la racine de l'action puisqu'il la précède. C'est-à-dire que pour agir, il faut déjà qu'on commence par avoir une pensée. Et tous dans cette salle, ce que vous faites chaque jour, en fait, est à 90%, voire plus de 90% identique à ce que vous avez fait le jour d'avant et le jour d'avant encore. Et donc, pour répondre à l'appel des scientifiques de changer en profondeur et rapidement nos modes de vie, eh bien, il faut commencer par réinterroger nos pensées et nos imaginaires. Et alors, je reprends tes questions dans l'ordre, Géraud. Première question. Y a-t-il une fracture dans la société, dans l'écologie, sur la priorité à agir et à changer ses habitudes, y compris dans la jeunesse? Je suis très scolaire. Hein. Alors, je vais commencer par la fin de la question. Moi, il y a un débat assez stérile qui m'agace la plupart du temps, qui est ce débat sur les éco-gestes. Est-ce que vraiment, c'est important de commencer à prioriser ces éco-gestes? Et à la fois, on est tous d'accord pour dire qu'il est primordial de changer en profondeur nos modes de vie. Quelle est la différence? Et je rappellerai que chacun ici, dans cette salle, vous êtes la cellule biologique d'un corps social et que vous participez à un ou plusieurs organes économiques ou politiques, et que vous avez vraiment la possibilité de choisir votre action au quotidien. Et comme vous l'avez si bien dit précédemment, en fait, il y a une synergie complète entre l'action qu'on croit individuelle et les autres blocs qui sont politiques et économiques. Tout ça bouge de concert. Donc, il ne faut pas attendre qu'un bloc change pour changer soi-même. Ça n'a pas de sens. Alors, je reviens. Non, mais j'essaye de mettre un peu de vie parce qu'un monologue de 12 minutes, ça craint. C'est pour ça que j'essaie de vous faire participer. Comme ça, j'ai peur de vous endormir. Sur la question de la fracture et du diagnostic, tu as cité Parlons Climat, Priscilla. Ils ont fait une autre étude tout récemment avec Destin commun qui catégorise la population en 6 familles. Les militants désabusés, les stabilisateurs, les laissés pour compte, etc. Et cette étude, moi, elle m'aide vraiment au quotidien à déterminer les manières d'agir et la manière justement de mobiliser. Donc, je suis une obsédée de la mobilisation et de l'action. Et donc, via cette étude, on a des clés fondamentales en fait pour comprendre où se situent ces différentes personnes et ce qui peut les rassembler. Et c'est ce qu'on avait aussi fait à l'époque des Gilets jaunes avec Priscilla, Mathilde Dimer et Cyril Dion, c'est-à-dire qu'on avait réfléchi à la manière de faire converger justement les mouvements sociaux et écolos, et il y a des points communs, évidemment. Tu les as mentionnés, la justice sociale, la santé, la question de mettre en place une transition juste. Et bon, je ne vous parlerai pas de spirale dynamique aujourd'hui, mais outre ces 6 grandes familles-là, il y a vraiment des points communs qui traversent ces 6 grandes familles, à savoir l'éco-anxiété qui touche, je le rappelle, 59% des 16 à 25 ans. Alors, j'ai envie de faire un petit sondage dans la salle. Qui parmi vous se sent confiant dans les décennies à venir? Qui parmi vous se sent inquiet? Qui parmi vous se sent inquiet? Ok, donc on a dans la salle une grande partie de potentiel éco-anxieux. Et alors, on l'a mentionné aussi, il y a 39% des 19-25 ans, des 16-25 ans, pardon, qui envisagent ne pas avoir d'enfants parce qu'ils sont inquiets du monde à venir.
Et alors, je reviens sur ce qui rassemble ces grandes familles. Dans l'étude de Parlons Climat, il y a le rapport à la sobriété et aux transitions renouvelables. En fait, il y a 72% des interrogés qui considèrent que la transition vers les énergies renouvelables est souhaitable pour mettre en place une indépendance et contrer l'augmentation des prix. Il y a également 72% des interrogés qui pensent qu'il est souhaitable d'aller vers une sobriété. Alors après, ça nécessite de questionner le terme de sobriété, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Et alors, pour adresser en fait ces différentes familles dans la société, ce que j'essaye de faire via mes différentes actions, c'est d'avoir des porte-paroles différents, qui portent en réalité le même message, mais de manière distincte et à des populations différentes, avec leur subjectivité propre. Et ça, je crois vraiment que c'est une manière de transformer largement la population française, c'est de s'autoriser justement à avoir une biodiversité de récits et d'actions. Et alors, ça m'amène à ta deuxième question, Géraud. Deuxième question, comment faire en sorte qu'il y ait un rassemblement de toutes les bonnes volontés pour agir sur le climat, même en dehors de la politique? Protestation et ou défense des solutions. Alors, pour rassembler, moi je pense qu'il est primordial aussi qu'on apprenne à s'organiser collectivement, à savoir apprendre l'art de la facilitation, apprendre cette nouvelle matière qu'est l'intelligence collective. Et pour bien... Merci là-bas, oh là là, vous êtes bons élèves, j'adore. Et donc pour apprendre à agir collectivement, il est aussi primordial de travailler sur soi, je le rappelle. Donc il y a un aller-retour permanent à faire entre le collectif et ma place juste dans le collectif. Et il est aussi primordial, en fait, on l'avait vu via la Convention citoyenne pour le climat, de partager le diagnostic scientifique. Aujourd'hui, quand les 150 citoyens de la Convention citoyenne ont reçu la formation de Valérie Masson-Delmotte, la plupart, en fait, ont dit recevoir une claque. Ils ont reçu une claque et ils nous ont demandé clairement, mais pourquoi, en fait, les médias n'en parlent pas? Pourquoi les profs ne nous enseignent pas, en fait, le désastre qui est en train d'advenir? Ça, c'est une vraie question. Donc aujourd'hui, il y a une vraie nécessité à diffuser à l'ensemble de la population ce qui est en train de se passer d'un point de vue climatique, en termes d'effondrement de la biodiversité, en termes d'effondrement des cycles du phosphate, de l'azote, de l'eau et j'en passe. Et pour ça, ça nécessite de former les journalistes notamment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire avec Imagine 2050. On est en train de former les journalistes de l'AFP, de TF1, bientôt de France Télé, je l'espère, on est en discussion. Et donc, ce partage du diagnostic, il est fondamental. Et un des tafs qu'on a fait récemment et que je rêvais de faire depuis des années, en fait, ça a été un travail de synthèse des scénarios prospectifs issus de 10 rapports. Et ça, c'est un travail qu'on a pu faire avec l'aide de l'ADEME, en fait, qui a regardé les points de convergence et les points de divergence entre ces 15 scénarios, parmi lesquels les 4 scénarios de l'ADEME, le plan de transformation de l'économie française du SHIFT, les scénarios de RTE, du GIEC, de l'IPBES et j'en passe. Et l'objectif de ce travail, en fait, ça a été de faire la synthèse de ces points de convergence pour comprendre, en fait, quel est le cadre dans lequel on peut se projeter. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, à quoi le monde de demain pourrait ressembler. Et à l'intérieur de ce cadre, comprendre quelles sont les décisions qu'on peut prendre et quels sont les imaginaires qu'on peut se permettre. Donc, c'est un travail qui a vocation justement à accompagner tous ceux qui le souhaitent parmi les artistes et les décideurs, et pas que. Et vous allez être très surpris, donc il y a 3 grands imaginaires qui se sont dessinés. Le premier, c'est le business as usual, c'est-à-dire si on continue sur la trajectoire actuelle. Le deuxième, c'est la technologie va nous sauver, qui est un imaginaire qui est en ce moment plutôt dominant. Et le troisième imaginaire, c'est celui de la sobriété. Et alors, je ne pense pas vous surprendre en vous disant que seul le troisième imaginaire fonctionne, à savoir celui de la sobriété, et que le scénario qui est celui de la technologie va nous sauver,
en fait, est obéré par énormément d'hypothèses, notamment des hypothèses géopolitiques, comme la dépendance à des matériaux qui viendraient d'Ukraine, de Taïwan, etc., et dont on voit en ce moment que c'est assez fragile. Tu peux peut-être avancer sur ta conclusion. Ouais, merci. Et donc, sur cette nécessité de faire passer à l'action et en fait de partager des solutions communes, il y a cette question de la sobriété qu'on est en train de travailler pour voir justement tous les imaginaires qui se cachent derrière ce mot. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec Grand Récit pour ne pas confondre la sobriété avec le rationnement, comme on peut nous le faire croire actuellement au gouvernement. Et il y a un autre travail qu'on souhaite faire sur le sujet de l'éco-anxiété, parce qu'en réalité, quand on parle d'écologie et quand on parle des sujets actuels, ce dont on parle, c'est de la vie et de la mort. Et pas seulement de notre propre mort, mais potentiellement de la mort de l'humanité et d'énormément d'espèces avec nous. Donc ça, évidemment, ça peut générer du déni, de la sidération, de la dépression, de la colère, et c'est normal. C'est normal de ressentir tout ça, et en fait, il y a nécessité à adresser ces sujets-là, à en prendre soin pour permettre le passage à l'action. En fait, si on ne prend pas soin de ces choses-là, il n'y a pas possibilité de prendre soin non plus de ce qui se passe en dehors de nous. Et pour clôturer, notre objectif, c'est vraiment de renouer avec ce sujet de l'éco-anxiété, de tout ce que ça recouvre, avec la lucidité et le courage qui sont derrière. La lucidité, en fait, de comprendre la situation telle qu'elle est, d'avoir le courage de voir les choses en face et de renouer avec sa puissance de vie, ce qu'on appelle l'éros. Et donc, ce que j'ai envie de vous proposer à chacun, chacune à la fin de ce week-end, c'est vraiment de prendre conscience de votre puissance d'agir à chacun, du fait que vous pouvez être le petit domino qui fait tomber un très, très gros domino, in fine, et donc de vous questionner sur l'action, même si c'est une toute petite action à vos yeux, de vous questionner sur l'action que vous pouvez mettre en place dès demain. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Bien, merci vraiment à tous les intervenants d'avoir respecté les horaires, ce qui nous permet d'avoir une demi-heure de discussion tous ensemble. Et donc, je passe la parole à la salle. Je ne sais pas s'il est prévu qu'un micro circule. Est-ce qu'il y a un micro qui est prévu de circuler? Oui. Donc, on va commencer ici. Voilà. Merci, bonsoir. J'ai deux questions, une pour Lola, une pour Priscilla. Pardon. La question pour Lola, c'est comment en fait naissent les idées d'action dans votre association et surtout comment sont les prises de décision pour passer à l'exécution de cette idée d'action. Et la question pour Priscilla, c'est par rapport au référendum, où vous disiez qu'effectivement, vous appelez à plus de participation donc, du citoyen et que le référendum peut être une option. Qu'est-ce que vous voyez dans le mot participation dans le cadre d'un référendum? Parce que ce que je comprends, moi, d'un référendum, c'est effectivement le choix entre plusieurs options, souvent dans un contexte général de faible information, voire désinformation, voire même de l'instrumentalisation de l'information. Donc, comment vous voyez la participation, en fait, dans ce cadre-là? Merci. Merci. Alors, qui d'autre veut intervenir? Vous êtes bien là, ici, de ce côté-là. Voilà. Merci. Je voulais réagir à plusieurs choses, mais surtout à ce que vous avez dit sur le rassemblement qu'on a aujourd'hui, parce que ça nous pose question, on est tous concernés là. Et je pense que l'intérêt de ces rencontres, c'est vraiment de former un corpus, qu'on puisse savoir où on va, et on a besoin de savoir où on va, mais en même temps, vous avez raison, on a besoin d'agir, de tous agir dans notre quotidien, de faire des trucs qui changent radicalement nos vies, et c'est extrêmement important. Et justement, avec ce corpus rassemblé-là, j'ai l'impression qu'il manque pas mal de monde, et notamment des responsables politiques. On en a vu, on vous a vu, vous, aujourd'hui, on a vu aussi d'autres pendant ces 2 jours-là, mais on se demande où ils sont. S'ils n'ont pas été invités, c'est dommage, et s'ils ne sont pas venus, c'est triste. Et on a vraiment besoin de faire quelque chose tous ensemble à partir de là, parce qu'on a
tellement d'informations qui ont été prises en compte qu'on a besoin de faire quelque chose après. Est-ce qu'on, quand on va sortir, on va juste retourner dans nos ZAD, dans nos institutions, aller élever des chèvres, etc., ou se battre pendant notre dîner de famille, mais qu'il ne se passe rien derrière? Je trouverais ça dommage de partir et de se dire on a bu un super verre de vin bio hier, et puis demain on va se rappeler de 2-3 trucs, mais on n'aura pas grand-chose d'avantage. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce rassemblement, de ce quelque chose de tous ensemble, pour qu'il n'y ait pas un truc de chacun, mais un truc de tout le monde et de collectif. Et je pense que c'est ce que j'aimerais voir aussi de sortir de cette conférence-là. Voilà, merci. Merci. Alors, d'autres questions ou interventions? Je vois que la journée vous a fatigué. Hein, on a tout dit, peut-être. Oui. Alors, peut-être qu'on peut commencer à répondre. Oui, il y a une question là. Allez, une troisième question. Bonsoir. J'avais une question plutôt pour Delphine et Léa. Comme David Cormand, j'étais un petit peu partagé. Moi, je suis militant écologiste depuis 12 ans, une génération un petit peu plus âgée, mais pas beaucoup plus. Et je trouve à la fois dans votre discours une radicalité lucide et utile, et notamment vous pointez du doigt un enjeu essentiel de la transition écologique qui est une sorte de retour à la terre, parce qu'il faut sortir d'une agriculture productiviste, extractiviste, et donc on a besoin de remettre des millions de personnes, de retourner à la terre, et donc c'est un vrai chantier qui nécessite, du coup, moi je pense, des politiques publiques, de la formation, des accompagnements, des financements, et voilà. Et je crois que là-dessus, du coup, il faut s'appuyer sur d'autres cadres, mais ça m'intéressait d'avoir votre regard sur la façon dont, au-delà de votre propre discours, désertion, retour à la terre, comment vous aviez envie de politiser et d'organiser de façon collective ce mouvement, parce que dans notre génération, il faut effectivement plein de gens qui fassent ça. Vous êtes peut-être à l'avant-garde de ça, mais je pense qu'il faut le structurer, le politiser, l'organiser, le planifier, et ça m'intéressait d'avoir votre regard là-dessus. Merci. Alors, autre question? Oui. Bonsoir. C'est une question à notre député européen et aussi en fait à tous les élus politiques qui sont potentiellement ici. Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir adresser à nos élus des messages. Et donc, ma question, c'est si on veut s'adresser à nos députés européens ou français pour leur dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, quel serait le bon conseil pour qu'on soit capable de mieux les toucher? Vous êtes politicien, peut-être que vous avez un conseil à nous donner pour toucher vos pairs et pour mieux les convaincre, en tout cas, qu'il y a une demande politique. Allez, une petite dernière, non? Non. Alors, on va demander à... Si? Non. Eh ben, on va demander à Delphine et Léa de commencer à répondre, puisque ce sont elles les plus sollicitées. Merci pour ces questions. C'est vrai que c'est une grosse question. On sait très bien qu'ici, on est un peu en scission avec ce qui a pu être dit et ça pose beaucoup de questions de comment faire avec les personnes qui sont à l'intérieur ou quoi que ce soit. Mais déjà, en termes de place à la parole qui a été donnée ici pendant ces 2 journées, en fait, on s'est retrouvés à chaque fois en amphithéâtre, en plénière, et pour discuter collectivement de comment justement faire émerger des relations entre ces 2 mondes, ces 2 milieux. C'était pas possible parce qu'il y avait quelques questions par-ci par-là dans la salle et voilà, pas tout le monde a pu prendre la parole. Donc après, c'est peut-être une idée pour de prochaines rencontres ou aussi questionner l'utilité de ces rencontres. Est-ce qu'il n'en faudrait pas plusieurs à des niveaux plus locaux ou voilà. Ensuite, après cette question de comment aller quelque part, en fait, et de politiser, organiser de façon collective ce mouvement. En fait, par rapport à ce qui a été dit, j'ai du mal à voir dans quelle direction vous souhaitez aller.
collectivement on peut aller parce que depuis les années 70, à l'intérieur, il n'y a pas eu énormément d'efficacité de ce qui s'est passé. Est-ce que vous croyez honnêtement que ça peut vraiment changer? Enfin, je veux bien faire avec des institutions, il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'elles soient vraiment radicalement différentes, qu'elles soient réellement démocratiques. Et dans ce cas-là, pourquoi on ne pourrait pas proposer de justement appliquer ces questions de démocratie directe, cette question des imaginaires, cette question de la pensée, cette question de l'enseignement et toutes les autres de manière locale, ancrée, en vivant en même temps d'actes de subsistance et en réellement faisant ces sessions avec les instances dominantes qui sont aujourd'hui, les institutions, elles nous dominent tous et toutes. Donc, voilà, c'est comment, nous, on se pose vraiment la question de comment vous embarquez aussi dans cette affaire avec vos différents affects pour les questions plus globales ou quoi que ce soit. Mais voilà, après, Delphine. Peut-être sur la question de comment organiser le mouvement. Nous, on ne veut pas être chef de file de la désertion. Je pense qu'on essaye à notre échelle d'embarquer d'autres ingénieurs parce que finalement, c'est un peu... ce public-là auquel on s'est adressé lors de nos remises de diplôme, on ne prétend pas pouvoir embarquer toutes et tous en fonction des contraintes économiques dont on est conscient. Et peut-être, au moins, les ingénieurs, on sait que nombreux se posent des questions et doutent et sentent un malaise quand ils sortent d'études et ils se retrouvent dans des bureaux de conseil ou dans des entreprises qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Et finalement, leur montrer qu'une autre voie est possible et voilà, aller rencontrer ces personnes-là, leur montrer que d'autres voies d'artisanat, de paysannerie sont viables et dont on peut vivre. Mais après, on ne veut pas être motrice d'un mouvement désertion. Je pense que c'est à chacune de trouver sa propre voie. Donc, on essaye d'organiser des rencontres. On a fait des rencontres à Saclay notamment. On a pu échanger avec d'autres ingénieurs, par exemple. Merci beaucoup. Je passe la parole à Lola, la question qui lui a été posée. Merci. Oui, donc la question c'était comment naissent les idées d'action de désobéissance civile et comment on passe à la réalisation de ces actions. C'est ça, ok. Comment naissent les idées d'action? Franchement, souvent un petit groupe autour d'une table en train de boire une bière ou une tisane et on lance des idées, quoi. Enfin, concrètement, voilà, je vous le dis aussi simplement pour que ça vous donne envie de pourquoi pas faire la même chose. Vraiment, c'est assez facile. Voilà, on est un petit groupe et on se dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et soit ça part comme ça, soit il y a un sujet d'actualité en particulier qui nous touche. Voilà, on voit le compte qui suit les vols du jet privé de Bernard Arnault et donc voilà. Comme beaucoup, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre les jets privés? Enfin, voilà, on regarde un peu l'actualité, ouais, ce qui nous révolte en fait, tout simplement, et qui nous paraît être des contresens, et on essaie de réfléchir à partir de là, on se demande ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est soit on part un peu de rien, ou on part d'un événement qui va avoir lieu, comme on avait plein de super idées pour le contre-sommet. Enfin, il y avait un sommet Afrique-France qui devait avoir lieu à Bordeaux il y a 2 ans ou 1 an et demi. Enfin bref, il y a eu le Covid entre-temps, donc ça n'a pas eu lieu. Et donc il y avait un super contre-sommet et on avait beaucoup de super idées pour cet événement. Malheureusement, nous n'avons pas pu les mettre en œuvre. Donc voilà, c'est un peu à l'occasion des événements et autres. Comment on passe à la réalisation de ces actions? C'est ça, en fait, on est en petit groupe. Alors, on a quand même des formations, on s'auto-forme entre nous. Voilà, vous parliez de se former de façon autonome. Là, c'est un peu ça, en fait, on assiste à une formation une fois et après, globalement, on est en mesure de redonner cette formation. Et donc, cette formation on appelle à la désobéissance civile, en fait, elle nous apprend aussi les différents rôles sur une action. Ça va être la coordination d'action, ça va être
la personne qui va faire le guet, en fonction aussi des prises de risques que les gens veulent prendre, parce que mine de rien, ça reste des choses illégales, même si parfois on fait des choses qui ont l'air vraiment anodines, comme jeter du blanc de meudon sur la façade de la Société Générale. Bon, en fait, ça peut mal finir en termes de... Enfin, légalement, ça peut mal finir, quoi. Donc, il suffit parfois de pas grand-chose pour partir en procès. Donc, ouais, il y a différents rôles et on s'organise comme ça, en se répartissant les rôles en fonction des risques qu'on veut prendre ou pas. Et voilà, on définit une équipe, on coordonne les actions comme ça, mais globalement, voilà, c'est des formations qu'on se donne entre nous. Et vous êtes invités quand vous voulez. Merci, Priscilla. Oui, ça fonctionne? Pas? Non. Bien. La question du référendum. On pense au référendum comme une simple question souvent où on doit juste répondre par oui et par non. Et je fais partie en tout cas des personnes qui militent pour que on réfléchisse justement peu importe quel espace qui pourrait accueillir ce dispositif, mais qu'on réfléchisse à comment on fonctionnerait différemment. Et quand globalement, on a des gens qui disent oui, plus de référendums ou plus de dispositifs de participation citoyenne, ça suppose une première chose, c'est de regarder ce qui se fait à l'étranger pour voir un peu ce qui fonctionne plus ou moins bien, de regarder le contexte dans lequel nous, on évolue et de se dire comment on peut avoir un dispositif qui permette d'avoir des résultats et se disant que le premier dispositif, lorsqu'il est mis en place, n'est pas voué à être figé dans le temps, mais plutôt à évoluer pour s'améliorer davantage au fur et à mesure. Et le référendum, moi, je l'imagine en tous les cas associé à une période de débat, soit qui est la voix des politiques, la voix des experts, la voix citoyenne, et qu'à l'issue de ce débat se produise ce fameux référendum et que ce ne soit pas simplement une question, mais que ça puisse être une manière éventuellement d'évaluer un certain nombre de propositions ou de pouvoir à la fois par contribuer, on sait bien que certains termes changent grandement la portée d'une phrase ou la portée d'une proposition, et donc ça suppose à la fois qu'il y ait des débats médiatiques en assemblée, au sein des dispositifs institutionnels et politiques, et qu'à la fois il y ait un moyen de collecter des propositions, de les questionner, de les reformuler jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui soit le plus acceptable possible des différentes parties. Et ensuite, pour moi, suit une phase d'expérimentation durant laquelle, lorsque le dispositif il donne un certain nombre de résultats, qu'on puisse se dire ça fonctionne plutôt pas mal et donc on produit de cette manière-là. Et donc pour moi, c'est plutôt un référendum avec de la délibération autour. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. David, puisque tu as été interrogé sur... Ouais. Je voulais d'abord réagir à ta question sur qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Et en fait, je voulais quand même qu'on soit sur un truc un peu positif. C'était déjà le cas, mais qu'en plus. Sur le fait qu'on part de loin quand même, sur les mobilisations. En fait, aujourd'hui, il y a déjà une société écolo qui se mobilise et qui remporte quand même des victoires. Qui remporte des victoires dans les imaginaires, mais qui remporte aussi des victoires. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, trucs comme ça. Enfin, il ne faut pas être trop dans un truc où, je l'ai dit tout à l'heure, on a des adversaires puissants, mais en fait, c'est le champ du signe. Je pense qu'on est dans un moment de bascule de notre modèle et la virulence avec laquelle nos adversaires essayent de nous dominer, de nous écraser, ne doit pas dissimuler le fait que quand même notre imaginaire avance, nos idées avancent et on remporte quand même des combats. Ils sont forcés d'ailleurs de céder des mots symboliques. C'est la fin de je ne sais plus quoi, l'abondance, j'ai entendu la première ministre qui a dit je ne sais plus quoi, sobriété, enfin bref. En fait, bientôt ils vont dire décroissance, alors je ne comprends pas parce qu'on était des Amish il y a quelques mois, là maintenant, bon bref. Donc, bien sûr que ce n'est pas pour le faire, mais en fait, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, il faut prendre nos gains. On est dans une situation où tout ce qu'on peut prendre, il faut le prendre. Il ne faut pas être dans une tournure d'esprit où on est de la loose. On n'est pas que de la loose. Et donc, c'est un truc un peu dominant, enfin de conquête. Et dominer, on veut gagner à la fin. C'est pas forcément ça. Sur les relations aux élus, alors la réponse bateau, c'est que j'ai une adresse mail au Parlement européen, tout ça. Blague à part, en vrai, en tant qu'élu, il y a deux choses. C'est qu'on n'a jamais été autant sollicitable, par exemple, par les réseaux sociaux. Et ça, à la fois, il y a un côté obscur. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai dit qu'il fallait être positif. Mais il y a aussi un côté positif à ça. Parce que l'époque où les choses se faisaient uniquement à l'abri des regards est révolue.
Et donc, maintenant, ça se sait. Le moindre vote pourrave dans la Commission européenne, machin, avant, on s'en foutait. Là, si on a vraiment voté un truc pourri, on est name and shame. En fait, on a une flopée de mails, machin, pas de mails, de réseaux sociaux. Pourquoi tu as voté pour buter les poissons ou pourquoi tu as machin, tout ça. Donc, il y a des forces politiques qui s'en foutent. Donc, mais quand même, il y a plein de gens qui étaient un peu hésitants. En loose day, ils auraient buté les poissons. Là, comme ils ont été interpellés avant, ils ne le font pas. Donc, en fait, il y a quand même des trucs. Et ça, le rôle d'interaction avec les élus, c'est un rôle important qui ne doit pas être dans le harcèlement. Que je mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Là, par exemple, au Sénat, il y a notre collègue Valérie Vogel qui avait proposé de faire entrer le droit à l'avortement dans la Constitution, qui a été battu de pas tant que ça au Sénat ou quoi. Donc là, il y a une petite campagne qui n'est pas du tout... Et pourquoi vous n'avez pas voulu faire ça? Et je pense que c'est des trucs qui marchent ou quoi. Mais il y a un autre phénomène qui est compliqué, et ça, c'est un enjeu démocratique, mais vous l'avez évoqué, et ça, je suis forcé de l'admettre. C'est qu'on a les organisations les institutions telles qu'elles sont, même si elles sont déterminantes organisées, il y a une dilution de la responsabilité politique. Et quand vos élus disent « Ah mais ça, vous m'interpellez là-dessus, mais je ne peux rien y faire directement », ils baratinent pas tout le temps. Parfois oui, mais pas tout le temps. Parce qu'il y a, et ça c'est un vrai problème, je pense, démocratique, c'est qu'on a petit à petit, je vais donner un exemple, c'est tout ce qui est les intercommunalités. Vous n'êtes pas d'accord dans votre interco, métropole, agglo, avec les transports collectifs, vous ne pouvez pas, sauf si vous habitez dans la métropole de Lyon, sanctionner les élus qui décident de ça. Parce que ceux pour qui vous élisez, c'est les maires. Et le maire, il peut être pas d'accord avec les transports en commun, vous ne pouvez pas le punir, puisque celui, il est déjà au pouvoir. Donc là, il y a un problème. Et au niveau européen, parfois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le Parlement européen, il peut voter des trucs, mais derrière, il y a le Conseil, c'est-à-dire les États, qui défoncent le truc qu'on avait voté. Et donc là, quand on dit, bah oui, c'est vrai, nous, on avait voté un bon truc au Parlement, machin, mais c'est pas notre faute. Donc, et là, ça devient confus, ça devient trop compliqué. Vous voyez déjà, là, j'en parle 3 minutes et on est à moitié paumé. En fait, et donc, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, une démocratie, ça fonctionne si les citoyens peuvent exercer leur souveraineté. C'est quoi exercer leur souveraineté? C'est quand je suis d'accord avec toi, je vote pour toi, je te donne le pouvoir. Quand je suis pas d'accord avec toi, je peux te virer. Et là, c'est pas toujours le cas. Donc, il faut nous donner un coup de main et à la fois nous surveiller un peu. Voilà. Merci. Je sais pas si est-ce qu'on va prendre un deuxième jeu de questions. Il y en a ici. Sauf si Magali me dit qu'elle ne souhaite pas forcément. Non, de façon générale, on prend le deuxième jeu de questions, puis tu réinterviendras. La question. Attends, il y a une question auquel on n'a pas répondu. Ah, ben ça, c'est le sujet de l'ensemble de. Voilà. Hein, c'est le sujet de l'ensemble. Allez, on prend un deuxième jeu, puis tu interviendras. Deuxième jeu de questions. C'est simplement un petit coup de pub. Oui. Simplement un petit coup de pub. Je suis maire de la commune de Tramail. S'il vous plaît, si vous pouvez. Je suis maire de la commune de Tramail et puis j'ai été interpellé il y a 18 mois par des jeunes, alors la quarantaine, hein, tout est relatif, qui voulaient créer l'Institut de Tramail. Et donc, qui sont venus effectivement sur la commune pour créer, et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, un institut d'enseignement supérieur en économie sociale et solidaire en milieu rural, avec un cycle de formation sur 3 ans, post-bac. Première année, découverte de l'économie sociale et solidaire. Deuxième année, ils quittent Tramail, ils vont dans un centre de formation d'apprentis pour passer un CAP, soit sur les métiers de la bouche, soit sur les métiers du bâtiment, soit sur les métiers de l'agriculture. Troisième année, ils reviennent sur Tramail et ils travaillent avec les collectivités locales et avec les associations locales en économie sociale et solidaire. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça aurait pu débuter cette année, ça n'a pas débuté tout à fait cette année, ça manque un petit peu de candidatures. On n'a pas encore rénové les locaux. Je vous invite à regarder ça l'année prochaine. Je vous donne rendez-vous dans 1 an. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres Vous voyez, j'ai même mis mes lunettes pour mieux voir le fond, parce que je ne voyais pas très bien ici. Cette histoire de l'appropriation des imaginaires par la droite, ça a marché pour la République, mais même il y a même du hip-hop de droite maintenant. Il y a du hip-hop propolis, tout ça, rien à voir avec le miel. Je me pose des questions de comment on fait pour éviter
Et comment on fait pour garder certains concepts? Parce que, oui, on entend ces mots dans la bouche de certains politiques, mais c'est juste pour les détourner, pour les vider de leur sens. Et voilà, pour que la désertion ne devienne pas le nouveau développement durable, hein, pour que la collapsologie ne devienne pas du survivalisme. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter aussi, parce qu'ils sont quand même super forts, les gens de droite, ils prennent des concepts et de gauche et ensuite ils les droitisent. La bataille politique est toujours portée sur les mots, il ne faut pas l'oublier, de tout temps, mais donc c'est tout à fait juste. Alors, qui d'autre veut intervenir? Alors, je propose peut-être que Magali réponde peut-être sur ce sujet, et puis ensuite que chacun fasse une minute de conclusion. Magali. Sur ce sujet-là, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut débunker au maximum, c'est-à-dire que ce soit les journalistes ou les citoyens ou toutes les personnes qui interviennent dans les médias, il y a nécessité à expliquer que ce que Macron appelle de la sobriété, en réalité, c'est du rationnement. Donc, il y a nécessité à vraiment revenir à la racine à chaque fois et l'expliquer à au plus de monde possible. Et effectivement, on est dans une bataille des imaginaires et des mots, ça c'est évident. Donc ça nécessite, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un maximum de porte-parole qui portent ces sujets à un maximum d'endroits. Et ça peut se faire certes dans les médias, mais au niveau territorial aussi. Moi, j'habite dans une petite station de ski qui s'appelle le Grand Bornand dans les Alpes, qui est à côté de la Clusaz. En ce moment, il y a une ZAD à la Clusaz parce qu'ils sont en train de faire un bassin de rétention d'eau en fait, pour les canons à eau. Les canons à neige, pardon. Et en fait, je vois tous les maires du coin qui flippent et je vois vraiment que les habitants ont un énorme pouvoir et les associations aussi. Moi qui viens de Paris, je découvre vraiment qu'il y a des luttes territoriales qui sont à portée de main. Donc, Donc, je vous invite à nouveau, chacune, à agir sur vos territoires. Voilà. Merci. Donc, ce sera ton mot de conclusion, je suppose. Priscilla, une réaction et un mot de conclusion. Merci. Moi, je veux bien conclure en répondant et en même temps en concluant en disant que c'est vrai que pour se protéger, on a tendance, et pour alerter, on a tendance à employer la désertion. Mais justement, je pense que ça cause des soucis. La désertion des réseaux sociaux. Beaucoup de gens s'en vont parce que c'est très violent, alors que c'est un outil très bien utilisé par certains et certaines. Ils l'investissent, ils connaissent les codes et ils l'emploient, ils amplifient leur voix et la désertion des autres entraîne l'amplification des voix des autres. Donc je pense que ce sont des milieux qu'il ne faut absolument pas déserter pour cette raison. Pareil pour les milieux politiques. Moi, je fais partie des personnes qui disaient « mais je ne me vois pas aller en politique, etc. » Mais je pense que si on y va, il faut y aller de manière organisée avec d'autres qui ont les mêmes intérêts pour les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, mais avec de la transversalité plus qu'en y allant par parti politique. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel, parce que je considère que, comme tout à l'heure je disais, il y a beaucoup plus de résultats lorsqu'on travaille dans la transversalité et qu'on décloisonne un petit peu. Et ça vaut pour moi aussi par rapport à ce qu'on disait sur les écoles et sur l'éducation. Alerter par la désertion, c'est pour moi une forte action de communication et un engagement fort personnel. Mais en l'occurrence, contribuer à ce qu'à l'intérieur, les programmes changent, et comme l'Institut que vous mentionnez tout à l'heure, c'est aussi un moyen pour moi de changer culturellement les choses. Et voilà, je pense qu'au-delà de la désertion, c'est aussi comment on fait pour se réapproprier certains codes qui sont volés par d'autres, entre guillemets. Moi, si je fais une mini parenthèse, c'est celle de l'appropriation de la lutte contre le dérèglement climatique faite par l'extrême droite, qui se réapproprie très fortement cette lutte-là pour amplifier ces discours contre l'étranger, qui est à la fois l'Union européenne et les migrants. Et donc, ça fonctionne très bien selon moi. J'ai cette inquiétude-là qui n'est peut-être pas partagée par toutes et tous. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez aussi dangereux de déserter. Merci. David, un mot de conclusion. Rapide, mais sur la question, parce que c'est une question politique fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on est dans un moment politique de toutes les triangulations. Pourquoi, en un mot? Parce que les deux principales cosmogonies droites qu'on connaissait, gauche d'inspiration marxiste qu'on connaissait, ce que je disais un peu tout à l'heure, ont perdu leur objet social dans la mesure où ils sont confrontés à des limites, à des promesses intenables. Et donc, ça autorise de dire un peu n'importe quoi. C'est Sarkozy qui disait qu'il s'inspirait de Jaurès. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Bon. Non, mais c'est Marine Le Pen qui interpelle Audrey Pulvar pour dire qu'elle n'est pas républicaine, et personne, et ça devrait faire hurler tout le monde.
quoi qu'on pense de Drey Pulvar par ailleurs, c'est pas le sujet. Et c'est Darmanin qui dit à la même Marine Le Pen qu'elle est un peu trop molle quand même, et qui disent, en fait, il y a un moment un peu nawak où les gens, à la fois c'est nawak, à la fois derrière ceux qui utilisent cette stratégie-là, ils savent où ils vont. Donc c'est à la fois n'importe quoi, mais pas que n'importe quoi. Et nous, il faut voir ça un peu, je suis désolé pour la métaphore un peu, le champ lexical un peu militaire, mais comme une ligne de front. Et avant, dans notre camp, il y avait par exemple la République. Et comme on recule, le camp adverse conquiert petit à petit nos positions. C'est pour ça qu'il ne faut jamais céder 1 millimètre. Et ça, pour moi, c'est une erreur de la gauche traditionnelle qui a pensé que c'était intelligent d'accepter un peu de libéralisme pour faire moderne, d'accepter, là aujourd'hui, c'est sur la République, on a eu ce débat merdique avec l'ANUS, maintenant c'est fini, là, il n'y a plus de problème. Mais avant, c'était « Ah oui, mais il y a une partie de la gauche, elle n'est pas vraiment républicaine », mais c'est les trucs que raconte Valls, machin. Et en fait, dès qu'on recule sur ces valeurs-là, en fait, les autres se les approprient. Et donc, il y a une nécessité, avec pour moi le prisme écologiste, de reconquérir et de revisiter ces concepts-là. C'est quoi une république écologiste ? Il y a eu la République démocratique et la République sociale. C'est quoi la République écologiste ? Et tout est à l'avenant. Sur la question de l'assistanat. Incroyable. Incroyable. Je dis 150 milliards d'euros sans condition aux entreprises et c'est les gens qui sont au chômage qui sont assistés. Et ça passe crème. Et ça, c'est parce que nous-mêmes, on a fait le CICE quand on était au pouvoir et qu'on leur a fait du crédit d'impôt sans condition et trucs. Donc en fait, la reconquête idéologique avec le prisme écolo, c'est comme ça qu'on va se réapproprier les mots et qu'on va empêcher les autres de faire de la triangulation parce qu'on leur aura redonné un sens et une signification qu'on se sera approprié. C'est un peu machin ou quoi, mais ça se fait à la fois sur le combat de terrain, sur les résistances, sur les alternatives et sur la conception. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour la pensée. La pensée, ce n'est pas l'ennemi de l'action, c'est ce qui commande l'action. Donc, c'est bien de se poser pour ralentir et réfléchir à ça. Pardon. Merci. Un mot de conclusion, Lola. Je ferai plus court, sans offense. Merci à nouveau déjà pour l'invitation. Je suis très contente d'avoir participé à ces 2 jours. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Même si, à nouveau, je l'ai déjà dit dans cet amphi hier à peu près à la même heure et je le redirai maintenant. C'était chouette, c'est cool, on a pensé. Trop hâte en fait que collectivement on passe à l'action parce que voilà, on est beaucoup là. Enfin, on peut faire plein de choses. Ouais, on fait tous des trucs, mais moi j'ai envie qu'on fasse plus de trucs. Et je parle pas de faire du vélo, même si c'est trop cool de faire du vélo. Voilà. Je vous laisse imaginer quoi, en fait. Je vous le dirai pas moi-même. Pour nous, je pense qu'il y a 3 points essentiels. Bien sûr, il faut penser, comme on le fait aujourd'hui, mais en fait, il faut penser tous et tout ensemble, pas que entre écologistes. Donc voilà, les prochaines rencontres, on espère que ça sera plus diversifié. Et cette pensée, en fait, elle permet d'alimenter la construction d'autres choses, de concrètement, par exemple, nous, on veut partir, s'installer comme paysanne. Et en fait, ça rejoint peut-être la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on a envie de politiser le fait de s'installer comme paysanne ? Mais en fait, c'est éminemment politique de quitter la voie qui nous a été toute tracée à la sortie d'AgroParisTech et de ne pas vouloir contribuer au système dominant. Donc, en fait, c'est politique, cet acte-là de désertion. Et une troisième chose, qui sont les luttes. Et je pense qu'on ne peut pas faire sans. Enfin, en fait, il faut contrer le système dominant sur les territoires et qui s'empare et ravage le vivant. Et quant au lien entre nous tous et toutes avec nos différentes envies et engagements politiques, l'ancrage et le lien entre tous et toutes, il se fera sans doute plus facilement à un niveau local autour de nous. En fait, oui, on s'installera comme paysanne, mais on ira voir les maires, les mairies, les départements pour voir
Enfin, mais dans ce cas-là, il faut qu'on soit reçu en tant que OK, vous êtes installés, on va vous aider. Et nous, à l'inverse, pouvoir participer, je ne sais pas s'il y a besoin dans les réseaux sociaux ou autres. Enfin, en tous les cas, qu'on s'entraide et qu'on arrive à quelque chose, mais à un niveau local, parce que en fait, c'est pas dans des sphères au-dessus et sans ancrage sur le territoire et sur la terre qu'on arrivera à quelque chose. Merci. Moi, je voudrais conclure sur 3 messages que je pense importants. Le premier message, c'est que ces rencontres montrent qu'il y a une pluralité de l'écologie, que tout le monde ne pense pas la même chose. Il y a d'ailleurs énormément de gens, vous le savez, qui ne sont pas dans des partis politiques aujourd'hui et qui pourtant font de l'écologie. Donc, je pense absolument essentiel qu'on continue à dialoguer sur ces sujets pour trouver des solutions, etc. Donc, je pense que cet aspect pluralité de ces rencontres est extrêmement important. La deuxième idée que je pense importante de ces rencontres, c'est le fait de sortir sur des idées positives et concrètes. Moi, personnellement, je ne suis pas résigné, personne d'entre vous d'ailleurs, et je pense qu'il y a tout à fait possibilité de s'en sortir et qu'il faut le dire. Il y a des tas de choses qui se font, il y a des tas de choses qui peuvent être faites, il y a des tas de batailles à mener, et donc je pense qu'il faut être positif. Si on commence à soi-même ne pas croire qu'on va arriver à quelque chose, eh bien, vous désespérez tout le monde et rien ne se passe. Donc, je pense, le deuxième message, et je pense que ces rencontres l'ont montré quand même à de très nombreuses reprises. Et la troisième chose, ça c'est ma petite faiblesse, je pense qu'il faut de l'imagination. Je pense qu'il faut de l'imagination dans les combats, dans les modalités des combats. Il faut de l'imagination dans les solutions. Il faut de l'imagination pour trouver les rassemblements nécessaires. On ne peut pas en rester à une situation où on a l'impression qu'on reproduit en permanence les mêmes choses. Et donc, ayons l'imagination suffisante, et je crois que ces journées l'ont bien montré. Voilà, merci beaucoup.